RMC 18h20h, Roten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. Le football, mesdames et messieurs, est un jeu avant d'être un produit. Le football est un sport avant d'être un marché. Et le football est un spectacle avant d'être un business. Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Ouais, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique. On ne pourra jamais oublier Platini. Jamais. Pourquoi ? Pourquoi c'est le meilleur. Il a donné beaucoup de choses à la Juventus et aussi comme personne humaine. C'est un vrai champion, un vrai homme. Platini et but de Platini. 3-2. Fier quand même d'avoir mis un garçon comme lui en route, quoi, parce que depuis sa jeunesse, il nous a quand même fait voir de toutes les couleurs. Hein. Si je vous dis Michel Platini, qu'est-ce que vous me dites ? C'est mon ami, et c'est le meilleur joueur qu'il y a eu en France. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien dans Roten sans flamme, et oui, on est en direct du bistrot de Nino à Cassis, chez Michel Platini. Et oui, il nous fait le plaisir de nous recevoir. Pendant 2 heures, on va se régaler avec la légende. Bah oui, il n'y en a qu'une, c'est la légende du football français, elle est là. Elle est face à nous, elle est pour vous, les auditeurs. Pendant 2 heures, on va se régaler avec aussi du beau monde, comme tous les jours. On est avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis. Salut Jérôme, salut tout le monde. Ah, Jean-Louis. Oh, quel régal, quel cadre exceptionnel à chaque fois. Toujours incroyable. C'est toujours incroyable. On est avec Christophe Dugarry. Salut Christophe. Salut à tous, salut Michel, merci beaucoup d'être présent avec nous. On va se régaler pendant 2 heures. Salut les copains. Salut. Vraiment, je suis ravi d'être là, de participer à cet événement avec vous. Salut Michel. Écoute, Dugas, on n'est pas tout seul aussi. Il y a aussi Tony Vérel avec nous. Salut Tony. Salut les amis, ça va être une bonne émission. Je sens que ça va bien partir là. Ouais, ça va bien partir parce qu'on va le présenter. Il est là, Michel Platini. Salut Michel. Bonjour Jérôme. Bonjour Tony. Quel honneur. Merci de t'accueillir ici Michel. Alors, c'est le cadeau de la rentrée. Pendant 2 heures, Michel Platini donc sur RMC, dans Roten sans flamme. On va bien sûr parler d'actu, parler foot et surtout, vous allez pouvoir venir interroger Michel au 32-16. Vous prendrez la main dès 19h, Michel, pour ça. Vous allez choisir tous les gens qui auront appelé. Vous pouvez choisir les thèmes et tout. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va être vite fait hein, si je dois choisir. L'émission a duré une demi-heure finalement. Non. De toute façon, on est chez Michel, donc il ne va pas nous mettre dehors. Hein, on est là jusqu'à 20h. Donc on va parler de tous les sujets d'actu avec Michel. Il y aura aussi quelques surprises, des gens qui tenaient absolument à vous laisser un message, Michel, à des grands noms du foot, de l'histoire du foot, que vous entendrez donc tout à l'heure. Et puis donc on aura des cadeaux à gagner et l'actu, c'est aussi les matchs de Ligue des Champions. Rendez-vous à 20h pour les avant-matchs de Monaco-Barça et de Brest-Sturm Graz. Mais on va rester concentré avec Michel, donc bien sûr en longueur. D'ailleurs, on vient régulièrement, hein, c'est pas le premier Roten sans flamme que vous faites ici, mais c'est la première fois qu'il y a Christophe Dugarry avec vous, Michel, et Tony Vérel. Là, c'est la connexion nancéenne. Hein. C'est un petit jeune Lorrain. C'est ça. Quel honneur, non mais c'est vrai que je me rappelle de mes débuts, mes premiers pas à Nancy, c'était toujours la référence. On nous prenait toujours en exemple. Nos entraîneurs nous disaient on a eu Michel Platini ici. Michel Platini était capable de faire ça. C'était franchement, c'est un joueur qui a tellement fait pour le foot français, mais pour le football mondial, que pour moi c'est un honneur d'être devant lui aujourd'hui, de pouvoir le tutoyer. Tout à l'heure, je lui ai demandé si j'avais le droit quand même. Il m'a pas dit oui, mais non, c'est pour ça qu'il vous voit. Non, mais franchement. Et en plus, t'as connu son papa, Michel. Oui, moi j'ai des super anecdotes avec son papa et sa maman. Vous savez, quand vous avez 17 ans, que vous faites une finale de Coupe de Lorraine et qu'à la fin vous avez 3 dames qui vous disent bravo, vous êtes mon joueur préféré, et puis qu'une des dames vient vous voir en vous disant vous savez qui c'est qui vous avait dit ça là. Et moi je savais pas, j'ai répondu poliment et il me dit c'est la maman de Michel Platini. Alors vous vous rendez compte ce qu'à 17 ans ça peut faire à un jeune. Vous vous dites si la maman de Michel Platini me dit ça à moi, c'est peut-être que j'ai un petit quelque chose, quoi. Donc ça vous fait pousser des ailes et certainement parce qu'elle n'était pas très. Elle avait pas mis ses lunettes. Pas très compétente. Elle n'était pas très compliment. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle a quand même passé
50, 60 ans sur les terrains, donc elle connaissait un peu le football. Quand même. Non, pas sur les terrains, au bord des terrains. Au bord, au bord. Ouais. Non, mais c'était vraiment. Moi, j'en parle dans mon livre. D'ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais bien vous l'offrir, mon livre. Avec plaisir. Et franchement, je parle de votre papa aussi. C'était vraiment génial. Et moi, ça a été prépondérant dans ma carrière. Ça paraît peut-être bête. Mais quand vous avez la chance d'avoir ce genre de choses qui vous arrivent étant jeune, eh ben, je peux vous dire que peut-être que ça a été prédominant dans ma réussite plus tard, parce que ça te prouve que peut-être toi qui viens de nulle part, quelqu'un un jour t'a regardé et t'a dit t'es mon joueur préféré. Enfin, quand elle m'avait dit ça ce jour-là, voilà, ça peut changer le destin d'un homme. Et merci à la famille de Michel et merci à lui. Alors, on va parler d'actu et il y a plein de sujets sur lesquels on a envie d'avoir votre avis, Michel, notamment l'évolution du foot. C'est un thème qui tient à cœur de Dugas. Et il en parle régulièrement. Il a déjà répondu. Il a déjà répondu là dans les 3 phrases qu'il y a eu en présentation de Michel. Là. C'est vrai aussi, oui, t'as raison. Mais on va commencer par le football est un spectacle avant d'être un business, ça veut déjà dire beaucoup. C'est vrai. Ça, c'était mon discours quand je suis devenu président de l'UEFA. Il est magnifique, ces phrases-là, ces 3 phrases. Je pense que j'ai gagné sur mon discours, donc j'avais bien préparé ce truc-là. Et on y reviendra. Mais en plus, c'est la vérité. Ça, c'est un peu perdu, quoi. Complètement. Ouais, beaucoup. Mais on va en parler. Alors, on est en semaine Ligue des Champions, Michel. Oui. Vous avez vu PSG Gérone hier ? Non. Ça tombe bien, on va en parler. Non, parce que j'ai eu des anniversaires ces 2 derniers jours et donc j'ai pas regardé les matchs. Je pouvais pas le soir. J'ai regardé une demi-heure de Juventus Eindhoven. Parce que c'était à 6h30. Après, j'ai pas pu regarder les matchs. Après, comme c'est une longue saison, tu vas en voir. Si j'en loupe un, je pourrais regarder. Oui, c'est bien grave. Mais je regarderai ce soir Brest. Brest-Sturm-Graz, effectivement. C'est intéressant. Vous pensez quoi de la nouvelle formule de la Ligue des Champions ? Je n'ai pas d'avis dessus parce que c'est une nouvelle formule. Je pense que c'est une compétition plus politique que football, pour les bonnes raisons que l'UEFA a voulu changer la compétition pour faire plaisir aux clubs, pour faire plus d'argent aux clubs, pour pas qu'ils aillent sur la Super League. Ce qui n'a rien changé parce que les clubs ont décidé quand même d'aller, une partie des clubs d'aller en Super League, ce qui a mis furieux Séphérine. Mais c'est à voir, c'est à regarder, puis on va voir comment c'est. Mais après, si c'est plus politique que football, c'est un mauvais signe. Elle a été créée pour de politique et de l'argent, mais comme la Champions League en 92, c'était pareil. Oui, c'est pareil. C'était pour faire de l'argent aussi. Bien sûr. Donc, et puis après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pourquoi pas, ça peut être une belle compétition. Ouais, mais tu as répondu déjà à la première. T'as pas regardé parce que tu avais des choses à faire et parce que, comme tu l'as dit, j'aurai le temps de me rattraper. En fait, le souci, et c'est ce qu'on en parle souvent avec Dugas et même avec Tony, c'est que c'est un championnat européen. C'est ça, les matchs événements, en fait, il y en a plus, quoi. Ça va être un championnat européen pour faire plaisir aux clubs qui voulaient faire une Super League. C'est pour ça. Et ils voulaient tuer dans l'œuf la Super League, mais ils n'ont rien tué dans l'œuf. Donc, et ils se retrouvent avec cette formule-là. Bon, on va voir comment c'est. Après, il y aura des affiches, il y aura des beaux matchs, il y aura toujours des matchs de football. On verra toujours les plus grands joueurs, donc c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que ce qui était important dans les coupes, c'est l'élimination directe. Oui, bon, là, il y avait l'excitation. Là, t'as 10 matchs où t'as pas d'élimination. Oui, un faux pas, c'est pas grave. Voilà, mais on l'a vu, en fait, moi j'avais un... Alors on va pas tirer des plans sur la comète après une journée seulement, mais moi je suis déçu. Il y en a encore des matchs ce soir et j'espère qu'il y aura des buts du spectacle, mais sur les 2 premières journées, et la journée d'hier soir, même si tu l'as pas regardé, il y a très peu de buts. Et la qualité des matchs, elle est pas géniale. Tu vois, le match hier au Parc des Princes, on peut pas dire que PSG et Gérone, alors c'est pas l'affiche du siècle, mais que c'était un match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, comme le vaut normalement les matchs de Ligue des Champions. Comme les vaut les matchs de coupe. En plus. Là, on est dans des matchs de championnat. Ouais, donc il y a du calcul. C'est plus pareil. Ils se livrent moins. On a l'impression qu'ils se livrent moins, quoi, qu'ils sont dans le calcul et. Non, je pense pas qu'ils sont dans le calcul. Mais après, il y a beaucoup de matchs. Tu peux louper un match. Ils sont plus dans la fatigue. Ils sont plus dans la fatigue que dans le calcul, je crois. Ouais, en plus. Comme il a dit l'entraîneur, j'ai entendu l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Ils ont marqué 16 buts en 4 matchs. Ils en ont mis plein. Là, ils marquent un but. On commence à critiquer. Non, c'est un match. Un match, ça se passe bien, ça se passe mal. On sait pas comment ça va se passer. Et on prend ce qu'il y a. T'as 3 points. Ben, merci, bravo. Et on passe au prochain. Non, mais c'est plus comme le dit Dugas. Et Dugas, je te donne la parole là-dessus parce que comme tu l'as dit et très bien dit, moi j'ai senti hier que physiquement, déjà au bout de 4 journées de championnat seulement et premier match de Ligue des Champions, physiquement, les joueurs sont fatigués. Dugas.
Non, mais aujourd'hui, le football est en train de prendre une orientation un peu difficile et délicate. Au-delà de l'intérêt des compétitions, que l'on peut apprécier ou pas, chacun est libre de regarder. On va découvrir cette compétition, on verra, et puis on donnera notre impression, notre avis un peu plus tard. Ce qui est sûr et certain, par contre, c'est que les joueurs se plaignent de plus en plus du nombre de matchs qui se rajoutent les uns après les autres. Et on en a souvent parlé ces dernières années de la grève des joueurs. C'est en train de plus en plus de se mettre en place. C'est ce que Rodri a proposé en début de semaine, et il y a plusieurs joueurs qui lui ont emboîté le pas, comme Courtois, comme Koundé. Effectivement, c'est en train de prendre forme. Le syndicat mondial également aussi en train de se plaindre énormément que toutes les décisions, sur chaque décision qui sont prises, soi-disant dans l'intérêt du football, les joueurs ne sont jamais associés. Donc voilà, moi c'est la question que je pose à Michel, c'est le nombre de matchs qui est de plus en plus impressionnant. Est-ce que le véritable progrès que doit vivre le football aujourd'hui, ce n'est pas celui-ci, c'est-à-dire de proposer moins de matchs? Moi, je pense sur les deux questions que tu as posées, du gars, il y en a une qui me plaît, c'est les joueurs ne sont pas concernés. Et ça serait bien que les joueurs soient concernés et de prendre des décisions et de parler avec eux. En revanche, sur le calendrier, c'est un peu compliqué, Christophe, parce que les joueurs de Guingamp, de Nancy, de Nantes, ils jouent pas beaucoup de matchs. Oui. Ils jouent les 30 matchs de championnat et puis les matchs de coupe. 35 matchs. Après, c'est les autres qui jouent. Ils jouent la coupe. Ils jouent la Coupe d'Europe. Ils jouent l'équipe de France. Ils jouent les équipes nationales. Ils jouent le championnat. Non, mais pour être concret, Michel, t'as raison. Mais par exemple, il y en a qui jouent 60 mais par exemple, cette Coupe du Monde des clubs, oui, mais cette Coupe du Monde des clubs qui va venir là au mois de juin se mettre en place, est-ce qu'elle a un intérêt? Quel intérêt, hormis financier, a cette compétition pour voilà, c'est déjà 99,99% l'intérêt financier dans ce monde du gars. Donc moi je crois que la Coupe du Monde des clubs à long terme va poser des problèmes à la Coupe du Monde des associations nationales. Parce que c'est peut-être ça qui est dangereux. Parce qu'à un moment, quand tu as la Coupe du Monde de club, tu auras tous les meilleurs joueurs du monde. Dans les Coupes du Monde des associations. Tu les as pas forcément. Tu les as pas forcément. Ouais, et après, écoute, les clubs, ils veulent faire plus de matchs. La Fédération française veut plus de matchs de l'équipe nationale parce que ça fait plus de recettes. La FIFA veut plus de matchs pour faire plus de recettes. Et tous les clubs veulent faire plus de matchs pour faire plus de recettes. Donc voilà. Et à un moment, les joueurs, ils en auront le bol. Mais est-ce qu'il faut pas... Ils en auront le bol. Mais je comprends. Mais comme ils ne peuvent pas intervenir sauf faire la grève, parce qu'on leur demande jamais leur avis, ça serait important qu'un jour, les joueurs se réveillent et puis fassent la grève. Oui, vous êtes favorable à ça? Ou en tout cas, vous pensez que pour obtenir quelque chose, il faut en passer par là? J'aimerais bien que les joueurs soient plus dans les institutions. Sauf des mecs qui passent par l'élection. Tu peux aller avoir le syndicat des joueurs doivent avoir peut-être une place au conseil de la FIFA ou au conseil de l'UEFA. Et qu'est-ce que vous pensez ou dans d'autres, puisque vous savez très bien que depuis la dernière décision de la Cour européenne de justice de Strasbourg, ils n'ont plus le monopole des compétitions avec l'UEFA. Donc, il peut se créer plein de choses dans les années qui viennent. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition? Il y a un représentant de l'UNFP qui était sur RMC en début de semaine qui disait on doit se battre pour instaurer des quotas, un nombre de matchs par joueur, par saison, que le club ne doit pas dépasser. Par exemple, ça doit être 34 matchs ou tant de minutes à jouer. Et le club doit respecter ça et faire tourner le joueur quand il faut dans la saison. Moi, je pense que c'est plus aux entraîneurs à faire tourner les joueurs qu'une décision de l'UNFP. Un syndicat. Mais si on les oblige pas. Non, les clubs, ils ont 30, 35, 40 joueurs, ils peuvent faire tourner. Ils peuvent mettre 3-4 joueurs en vacances pendant. Mais il se trouve que c'est pas du tout le cas. En gros, ça tourne à 25 joueurs et ça ne change pas. Et l'entraîneur, comme il joue sa place, il n'a pas envie de faire tourner, il met tout le temps les meilleurs joueurs, voilà. Donc il faudrait l'instaurer limite dans les contrats. Non, c'est pas possible, je pense, contractuellement. Non, mais en fait, ça doit être le combat de l'UNFP peut-être, justement. En fait, Michel, le syndicat mondial. Ouais. Michel, tu en as fait référence, tu en as parlé un petit peu, mais je pense que les joueurs doivent se rebeller pour se faire entendre, outrepasser par un syndicat ou quoi que ce soit. Le mot grève, comme tu l'as dit, qui est peut-être un mot fort, mais pour se faire entendre, et peut-être qu'il faut passer par là. Et Jérôme, on a fait des sondages souvent pour savoir combien on doit faire de matchs. Quand les joueurs
on leur dit, vous jouez trop de matchs, ils disent, on joue trop de matchs. Quand on leur dit, bon, on va mettre moins de matchs, ils disent, non, on veut faire plus de matchs parce qu'on veut pas aller à l'entraînement tous les jours et courir et s'entraîner, on préfère faire des matchs. Donc, les joueurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, c'est ça le problème. Moi, je me souviens d'internationaux qui disaient, non, c'est vrai qu'on joue trop de matchs, et puis après, non, on joue pas assez de matchs parce que j'ai pas envie de m'entraîner, je préfère jouer tous les 3 jours plutôt que d'aller à l'entraînement. Mais après tous les Michel, on parlait, excuse-moi Michel, Vas-y. On parlait aussi des joueurs, mais on parle aussi des supporters. Je pense que même les gens en ont marre du football qui coûte aussi de plus en plus cher. Il y a tellement de matchs à la télé, ça devient de plus en plus cher. Regarde l'Euro. L'Euro, les gens se sont ennuyés de plus en plus quand on regarde les matchs de football. Le football des nations devient de plus en plus ennuyant aussi. Donc il y a aussi les supporters qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol, qui sont pris pour des vaches à lait, et ça commence à être compliqué. L'Euro est sur les chaînes publiques, donc c'est pas payant. Donc ça leur coûte pas cher les matchs des équipes nationales. Oui, mais le déplacement, l'hôtel, le billet, ah oui, ça coûte cher. Oui, le déplacement, oui. Mais après, bon, écoute, aujourd'hui, l'argent vient surtout des télévisions, vient du marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des matchs tous les jours, de la première division, de la deuxième division, du national. C'est vrai que ça fatigue les gens, mais après, t'es pas obligé d'acheter les matchs, de regarder. Regarder, t'es pas obligé de t'abonner. Nous, on jouait dans des stades, il y avait 10 000 personnes. Aujourd'hui, les stades, ils ont 45, 40 000, 50 000, les terrains sont beaux. Aujourd'hui, il y a un vrai spectacle, et puis les gens, ils regardent. S'ils regardent, ils regardent pas. Nous, on dit les droits de télévision, ils ont pas réussi à avoir, la Brune n'a pas réussi à avoir les droits de télévision. Oui. À notre époque, il n'y a pas de droits de télévision. Hein. Oui, il y avait rien. donc on n'allait pas aller là-dessus. Donc voilà, donc le système là, c'est l'offre et la demande. Les gens, ils ont envie de regarder les matchs, ils les regardent pas, ils les regardent. Pour parler de l'Euro, Michel, tu l'as suivi ? Je l'ai suivi, oui, je l'ai survolé. Tu t'es régalé ou ? Pas forcément, non. Non. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a c'est l'évolution du foot qui fait que vous ne vous régalez pas ? Je pense que moi, je suis d'une génération où on essayait plutôt de bien jouer au football que éventuellement de gagner. D'ailleurs, on disait toujours, les Français préfèrent bien. Ils jouent bien, mais ils gagnent jamais. Non, aujourd'hui, je pense que on a un problème, c'est que. Je te l'ai dit avant. J'ai dit le problème, c'est que les défenseurs centraux et les gardiens de but touchent plus le ballon que les milieux de terrain. Donc il y a quand même un vrai problème. D'habitude, les gens ils sont milieu de terrain, c'est pour organiser, pour jouer, c'est pour faire la transition et tout ça. Aujourd'hui, les milieux de terrain ils touchent pas le ballon. Il y a moins de créateurs. Sauf il y a des ils construisent. Il y a des vagues quoi. Oui, il y a des vagues et l'équipe de France est une équipe de vagues. Oui. Elle est bonne quand elle défend. Bien sûr. Et après que tu lui donnes des espaces avec la valeur physique des joueurs de l'équipe de France, ils peuvent être dangereux. Mais après de créer tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et les gens de ma génération ne regardent plus beaucoup le football parce qu'ils retrouvent pas. Ils se retrouvent pas dans le jeu. Mais alors là, il y a un problème. Mais est-ce que les gens de votre génération s'y retrouvent pas ? Les jeunes, les matchs sont trop longs. Il y a un vrai problème alors. On est en train de perdre tout le monde dans le football. Même dans l'engagement. Dans l'engagement, on en parlait aussi tout à l'heure. Je veux dire, à l'époque, c'était peut-être de trop, mais l'engagement dans les matchs, quand on revoit des matchs de ton époque, Michel, ou après même dans les années 90, il y avait vraiment un vrai engagement, quoi. Non, mais j'ai regardé le match là pour rendre hommage à Didier Roustan on rend hommage, bien sûr, de le France-Portugal. Il y a pas de passe en arrière. Oui. On va, ça attaque, ça repart de l'autre côté, ça attaque, ça repart de l'autre côté. Donc c'est passionnant, il y a quelque chose qui va se passer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plus de passes en arrière qu'en avant. Oui, entre le jeu de possession, dans le jeu de possession. Puis après, quand il y a des espaces, ça va à 2000 à l'heure, certes. Mais dans le jeu de possession, il y a beaucoup de passes. Mais Michel, tu es aussi d'accord que... je critique pas. C'est le football d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les gens de ma génération qui ont connu un autre football porté sur l'offensif, ils sont un peu réticents au football d'aujourd'hui. Oui, mais sauf que le football d'aujourd'hui, là je suis pas forcément d'accord avec toi parce que ça dépend aussi du chef d'orchestre. Parce que t'es pas de ma génération, c'est pour ça. Ouais. Pourtant, t'es beaucoup plus jeune. Oui, mais j'ai aimé le foot grâce à votre génération. Ben voilà. Tu vois, j'étais tout gamin, donc j'ai appris le foot comme ça. Et pour moi, le foot, c'est ce que tu racontes toi. L'équipe de France c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit les jeunes ils regardent moins le football, parce qu'ils ont peut-être marre de voir des passes en retrait. Mais c'est pour ça, oui. Mais il faut aller vers l'avant, il faut créer des choses. Oui, mais Michel, pour ça, il faut un chef d'orchestre. T'as eu le rôle de sélectionneur. Là, on a un sélectionneur comme Didier Deschamps qui est un sélectionneur-entraîneur.
Lui, il était entraîneur de club, il est là, il est sur le terrain et tout ça. C'est quand même un entraîneur, Didier, qui est très défensif. Ça se voit par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer sur le fait que la transition rapide, d'être costaud et des mecs rapides sur les côtés, c'est Didier Deschamps. Pas forcément, pas un sélectionneur. Il fait la meilleure équipe possible. Et s'il a un créateur, il a un créateur. S'il a un Zidane, il le fera jouer, Didier. S'il n'a pas de Zidane, il le fera pas jouer, il fera jouer d'autres joueurs. Donc ça dépend des joueurs que tu as dans ton équipe. Et après, quand tu es sélectionneur, tu dois gagner avec les moyens que tu as. C'est vrai que si tu bloques toujours et que tu as Kylian qui te marque des buts, tu as gagné et tout le monde est content. Oui. Mais après, quand on marque pas les buts, tu te régales pas aussi. Non, mais après, quand tu marques pas les buts, tout le monde râle parce que ça joue pas bien. Donc... C'est toujours la même histoire. Oui. C'est l'histoire par exemple, de l'avant-centre qui s'appelait Trezeguet. Quand il marquait les buts, il était exceptionnel, mais quand il marquait pas de buts, on disait qu'il était pas bon. D'autant plus, ouais. Mais voilà, mais c'est comme ça aujourd'hui. Est-ce que ce mode de fonctionnement-là, tu t'es régalé à regarder les Bleus à l'Euro? Mais j'ai dit que c'est pas forcément l'Euro qui m'a enchanté, parce que il y a pas que la France. Ah oui, il y a pas que la France, bien sûr. Mais après, l'Espagne a bien joué. L'Espagne, ils ont des créateurs à tous les niveaux. Ils jouent au ballon, ils vont vers l'avant et ils essayent de bien jouer. Voilà. Après, l'époque de Michel Platini, c'est une époque qu'emportait tout le monde. Les supporters, les amoureux du foot, et c'est vrai que c'était extraordinaire. La Coupe du Monde 82, 86, le Championnat d'Europe 84, tout le monde était à fond derrière. C'était magnifique. Aujourd'hui, il y a un peu moins ça, c'est dommage. Mais tu l'as eu quand même, Tony. Tu l'as eu en 2016. Regarde, 2016, on a organisé l'Euro ici. Oui, mais en France, il y a eu un engouement quand même. Il y a eu tout le monde était derrière l'équipe de France. Alors on perd contre le Portugal. À la fin, en finale, mais les joueurs, je trouve qu'ils sont moins accessibles. Je veux dire, moi, j'ai regardé une émission justement à l'époque de Michel, où tu vois les mecs, ils sont là, ils sont à l'entraînement de l'équipe de France. Alors, on parlait des terrains tout à l'heure. Michel m'a dit arrête de parler des mauvais terrains. Mais je veux dire, ils jouent sur un champ de patates. Les journalistes sont là à côté, ils viennent, ils répondent. Je trouve qu'il y a une proximité que maintenant on n'a plus. Je veux dire. On est peut-être obligé d'avoir ce cadre, ok, mais je trouve que ça crée plus de lien entre les gens et plus de proximité. Et à l'époque-là, tout le monde adorait tous les joueurs de l'équipe de France, tout le monde les connaissait dans la rue, tout le monde. Alors aujourd'hui aussi, on les connaît, mais on a l'impression que c'est des stars. C'est devenu des stars de cinéma, voilà. Alors qu'à l'époque, un footballeur était populaire. Et moi, j'aime ce terme de populaire plutôt que de star. Oui. Non, mais c'est vrai que après, on est nostalgique toujours du passé, mais il y a quand même aussi de bonnes choses dans le foot actuel. C'était pas mieux avant, hein, c'était différent. C'est ça. C'est ça. Non, faut vivre avec son temps, faut pas être des vieux. Maintenant, si les entraîneurs ils décident de mettre des numéros 10, s'ils mettent des Messi, des joueurs d'1m70, qui sont rablés, petits, qui ont une bonne technique, ils en mettent plus que des grands costauds, c'est vrai que le football sera différent. Mais il faut le dire aux entraîneurs. Et voilà, donc on en revient au profil des entraîneurs ou des sélectionneurs. Tu vois, peut-être qu'un Zinedine Zidane, pour parler de lui, parce que tout le monde en parle en équipe de France, t'apporterait autre chose en équipe de France qu'aujourd'hui Didier, qui a fait des super choses. Qu'est-ce que tu en penses? Zinedine, on lui demandera de gagner les matchs et il amènera des joueurs qui vont gagner les matchs. Mais s'il a pas de Zidane sur le terrain, il fera comme les copains. Il fera comme oui, mais il peut avoir une politique différente, Michel, quand même. Une politique de jeu. C'est pas une politique. J'ai été sélectionneur. Tu prends ce que tu as de mieux dans ton pays. Et tu penses qu'en France, en français, de joueurs français, on n'a pas mieux que ces milieux de terrain-là, par exemple? Ça, je peux pas te le dire. Ah bah voilà. Moi, je le connais pas. Non, mais c'est pour ça. Mais moi, je te dis, parce que je suis le foot et je le regarde tous les jours et tout ça, je pense en effet que si tu as une idée bien précise de ce que tu veux mettre en place en équipe de France, changer la façon de jouer et la façon des profils des milieux de terrain, tu as de quoi faire. On a quand même un vivier qui est important, de trouver des fameux créateurs, comme tu le dis. Je sais pas, mais il faut l'avoir envie. DJ, sur un match, il a essayé de mettre Griezmann comme numéro 10. Ça a bien marché un match, ça a moins marché un autre match, il l'a pas recommencé. Même au milieu, donc je pense que Didier Deschamps, je vais pas le défendre, je vais pas l'attaquer. Mais je pense qu'il essaye de faire la meilleure équipe avec les joueurs qu'il a. Hein. Du gars. Non, mais le sujet, il est là. C'est-à-dire, quand ça dépend de la génération que tu as. Ça, je partage l'avis de Michel. Je pense qu'avec la génération que l'on a, les joueurs que l'on a depuis quelques temps maintenant, je pense qu'on peut espérer avoir un petit peu plus de qualité. Moi, j'ai toujours pensé que pour gagner des matchs, il fallait bien jouer au football.
J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. J'écoute les déclarations des uns et des autres, des plus grands. Je pense à Guardiola, je pense à Bielsa, je pense à des entraîneurs qui s'expriment sur le football d'aujourd'hui, qui devient de plus en plus ennuyeux pour certains, et notamment pour les jeunes. Michel le dit pour les moins jeunes. Donc voilà, moi je trouve que le football, la qualité du jeu n'est pas une priorité des instances. Et ça, je trouve que c'est un problème. Par exemple, pour comparer, même si c'est toujours difficile de comparer de sport, je pense au rugby. Le rugby qui est un sport ultra compliqué à comprendre, et les règles ont été développées, mises en place, et ça a été aussi le cas dans le football aussi, notamment avec la passe au gardien, pour que ce soit plus flamboyant, pour que ce soit plus spectaculaire, pour que ce soit plus compréhensible. Et ça, malheureusement, je trouve que ce n'est pas suffisamment le cas dans le football pour le rendre. Oui. On va répondre à ce que tu dis dans une seconde parce que c'est intéressant, tu ouvres plein de portes et on est curieux d'avoir l'avis de Michel là-dessus. Donc on revient très vite dans Rotten sans flamme avec en plus une première surprise pour Michel puisque c'est un Rotten sans flamme exceptionnel. En direct de Cassis au bistrot de Nino, on se régale comme ça jusqu'à 20h sur RMC. Vous allez pouvoir venir en avoir plein, de Michel. Oui. RMC 18h-20h. Rotten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. RMC 18h-20h, Rotten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten. Il va essayer de centrer. Oui, et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Kaka. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Ah oui, bien, bonne passe de Mitrovic. Bravo Monsieur Kaka. 2-0, égalité. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super. Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Je me souviens, c'est Platini qui est consultant sur ce match-là. Et Platini, il a eu un peu pété les plombs sur le troisième but. C'est rare chez lui d'ailleurs. C'est fini. Historique. Voici la qualification des formidable exploit de Bordeaux. Je suis heureux, en plus moi je suis bordelais, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie quoi. J'aurais voulu, je sais pas, c'est super, je sais pas quoi vous dire. Ça efface tout, ça efface toute l'année. Ah ça c'est sûr, je crois que c'est comme ça. On a fait le match qu'il fallait, gagner 3-0 contre le Grand Milan, c'est exceptionnel, j'en reviens pas. Merci Christophe, bravo. 18h31 sur RMC. Oui, vous rêvez pas, Christophe Dugarry avait mis un doublé contre Milan AC. Il est là avec nous. Le coup de couteau que vous remettez dans le cœur des supporters là. Michel Platini qui est là en direct du bistrot de Nino. Et dire que c'est moi qui commande chez lui. Ce match. Il y a Tony Vérel, Tony, on s'est régalé à écouter ça. Incroyable. Exactement. Michel Platini qui commente les deux buts de Christophe Dugarry. C'est fou. À tel point que pour la première fois j'ai entendu Dugas dire je sais pas quoi vous dire. C'est vrai? C'est la première fois que Dugas dit ça. D'habitude il a toujours c'est la première fois que j'avais pas d'avis. C'est ça qui est fou. Et oui, magnifique. Quelle époque quand vous commentiez les matchs, Michel? C'était le début de Canal et donc j'avais plus un rôle un peu plus pédagogique. Parce que on parlait Canal, on parlait aux supporters, on parlait aux amoureux du football, on parlait tous les entraîneurs de jeunes, donc je me considérais plus comme un entraîneur à la télé pour expliquer les choses, plutôt que de dire lui il a fait une passe à lui il a fait une passe à l'autre il a fait une passe à ça. Ça c'est pas nécessaire. Mais expliquer pourquoi. Ça c'est Jean-Michel Larquet. Non, pas du tout. Mais expliquer pourquoi il l'a fait, ça c'est important et de faire comprendre aux gens que c'est important la passe, que c'est important la chose, qu'il l'a mis dans des bonnes conditions, mais de dire lui il a donné une passe à lui, j'ai pas fait. Et pourquoi tu le fais plus? Non, ça va. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et maintenant, je suis là sur le port de Cassis. Bon, d'accord. Et je suis bien. Et bientôt sur de Nino. On en reparlera avec Julien Cazard d'ailleurs, qui sera là tout à l'heure à 18h45. Ah oui. Juste avant l'interruption, Michel Dugas parlait de l'évolution du foot. Peut-être remettre justement le sportif au centre des réformes, des réflexions, peut-être même sur les règles en s'inspirant du rugby. Oui, j'ai entendu ça, oui. Est-ce que c'est une piste de réflexion? Écoutez, la dernière fois qu'il y a eu une grande réflexion sur le football, j'y ai participé. C'était la Task Force 2000. Alors, c'était après la Coupe du Monde de 90, où, vous vous souvenez, la Coupe du Monde 90 a été la plus méchante, la plus mal jouée. Et donc, il a fallu absolument faire quelque chose. Et on avait pris 3 décisions. Je me souviens, dans cette Task Force, 2 étaient, je vais dire en toute modestie,
à mon initiative, c'était la passe au gardien de but. Oui. Ouais. Hein, et c'était le tacle par derrière qu'il fallait absolument sanctionner par le carton rouge. Et la troisième était de mettre les ballons autour du terrain, mais c'était pas une idée à moi, mais c'était une très belle idée. Et on est passé de 30 ou 40 minutes par match à 70 minutes par match. Bon, faisons une task force maintenant, en 2024, Michel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait 40 ans. Il faut demander à mes amis de la FIFA de le faire. Oui, mais il n'y a plus d'anciens joueurs, là. Qu'est-ce qu'ils en savent? Oui, non, mais parce que tout à l'heure, tu nous disais les joueurs, en effet, sont pas écoutés. C'est Dugas qui le disait aussi. Et vous avez raison quand tous les deux vous dites ça. Mais ça manque, les anciens joueurs, quand même. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont faites à la FIFA, c'est sur l'arbitrage. Oui, mais d'accord. Par rapport à l'arbitrage. Par rapport à l'arbitre, c'est jamais par rapport à la philosophie du football, au match du football. Nous, quand on a fait ça en 90, on a donné du temps de jeu, on a changé les choses. La passe au gardien de but, ça change la vie. Hein. Tu sais, moi, j'en ai fait des voyages entre l'arrière qui donne au gardien, le gardien à l'arrière, et j'étais au milieu. Hein. Et là, tu t'endors. Là. Peut-être que s'il y avait ces règles-là, j'aurais fini à 35 ans, football pas à 30 ans, parce que là, j'ai perdu 3 ans de ma vie à courir après toutes ces conneries-là. Mais si tu as des idées comme ça, pourquoi tu dois en avoir encore des idées sur le foot aujourd'hui? Pourquoi tu veux pas revenir donner juste 3 avis? J'ai fait mon temps. Mais arrête, t'as pas Non, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour changer? T'es jeune encore quand même. Oui. Bah oui. Est-ce qu'il ça se voit pas. Est-ce qu'il faut revoir la durée des matchs? Non, mais j'ai donné, j'ai fait. Est-ce qu'il faut revoir la durée des matchs, Michel? Je ne sais pas. Je suis plus dans une réflexion aussi importante que ça. Peut-être il faudrait enlever un joueur. Je sais pas du tout. Enlever un joueur pour dynamiser. C'est une question. Du jouer à 10 plutôt qu'à 11, parce que on l'a fait à 11 en 1900. C'est pas mal ça. On l'a fait à 11 en 1900 le football, mais à 11 les gens ils couraient moins qu'aujourd'hui. C'était moins costaud qu'aujourd'hui. Ça allait moins vite qu'aujourd'hui. Donc peut-être que ça serait peut-être une bonne chose de limiter le nombre de joueurs sur le terrain. D'avoir un peu plus d'espace. Et d'enlever les hors-jeux. À un moment donné, il parlait aussi des fois d'enlever les hors-jeux. Non, certainement pas ça. L'hors-jeu, c'est la règle du jeu la plus intelligente que le football a pu créer. Parce que s'il n'y a pas d'hors-jeu, tu vas mettre un grand 2 mètres devant les buts et tu vas balancer. Ça va être n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. C'est comme les passes en arrière au rugby, quoi. Si on arrête les passes en arrière au rugby, il n'y a plus de rugby. C'est ça. Non, la règle du hors-jeu a rendu le football pour moi intelligent. D'accord. Très bien. Donc on enlève un joueur. Non, faut décider lequel. Moi, je m'en fous. Il faut aller voir les gens de la FIFA. Non, mais j'aime bien la proposition. On va la proposer. Non, ça peut être une idée. À un moment, il y a eu Pelé qui voulait agrandir les buts. J'étais pas très pour tout ça, mais enlever un joueur, peut-être, pourquoi pas. Mais en gros, tout ce que quand tu nous réponds comme ça, en fait, on ne te reverra plus jamais dans le foot. Absolument. Ah, c'est fini. Oui. Mais il y aura peut-être des projets autour du foot quand même. Oui. Tu peux donner un avis, par exemple, sur la Fédé. Là, il va y avoir un nouveau. Il y a les élections en fin d'année. Président, certainement. Du moins, peut-être pas, parce qu'à l'arrivée, c'est parti pour que ça continue comme ça. Est-ce que pour l'instant, il n'y a que Philippe Diallo qui va se représenter. Qu'est-ce que tu en penses de cette fédération française de foot aujourd'hui, Philippe Diallo? Je préfère qu'on passe à autre chose. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Oui, en même temps, vous dites tout dans la réponse là. Tu peux être conseiller. Non, moi, rien. Vous pouvez pas être sur une liste. Non. S'il y a une liste dissidente à Philippe Diallo. Non. On peut pas mettre Michel Platini. Non, je serai ni avec Diallo et ni dans une liste dissidente. Non. D'accord. Vous en pensez quoi de Philippe Diallo? Je connais pas. D'accord. Bon, il connaît pas. C'est pour le coup, c'est quelqu'un vraiment du système. Nous non plus. Voilà, non plus. Ça tombe bien. On le connaît pas non plus. Il est du système depuis 40 ans. Il est dans les couloirs du football. Mais il a toujours été. Ce que Michel dit, c'est hyper intéressant. C'est pourquoi des joueurs qui sont peut-être plus des générations après Michel ne s'investissent pas un peu plus dans le football. Il y en a qui ont voulu. Manu Petit a essayé d'aller mener une liste à la Fédé, mais c'est compliqué. J'allais justement parler de Manu parce qu'à un moment donné, il avait, je pense, il avait les envies. Moi, je trouve que ça aurait été une bonne chose, moi. Oui. Bon, Michel, je sais que moi, je suis allé aux élections, j'ai gagné, mais bon, ça va, je l'ai fait une fois. Ça suffit, quoi. Ça doit être fatigant à force. Vous avez peur de perdre? J'ai peur de perdre. Non. Non, mais il y a 2 ans, quand tu m'avais fait le plaisir aussi de nous recevoir ici, tu m'avais dit et tu nous avais dit. Ouais, si on vient me chercher, écoute. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai des projets autour du foot, mais je n'irai pas dans le foot. Non, pas d'accord. Bon, c'est un peu le sacré soirée de Michel Platini ce soir dans Rotten sans flamme. On a nos surprises, Michel. Sacrée soirée. On commence par la première. Merci, Monsieur Foucault. Ouais, merci. Il est bon, hein, t'as vu. Alors je précise, il est meilleur que Monsieur Foucault. Je vais traduire la personne, mais non.
Sympa. Non, tu peux pas dire qu'il est meilleur. Comme si on disait il était très bon. Peter Marsac. Quand même, Jean-Pierre Foucault. Oui. Bon, je sais pas pourquoi je suis au milieu de cette conversation. Écoutez, premier hommage, je traduis par-dessus parce que vous allez comprendre vite. Hola Michel, soy Jordi Cruyff y desde aquí queríamos mandarte por parte de la familia un saludo muy grande. Michel, je voulais vous saluer de la part de toute la famille Cruyff. Nous, on est toujours très reconnaissants quand on lit des choses gentilles sur notre père. Et j'ai vu passer un article où vous avez dit que mon père était votre idole. Donc pour un fils, pour une famille entière, c'est agréable de lire ça. Et puis, vous savez bien que mon père avait beaucoup de respect pour vous. Entre les légendes du foot, c'est normal. Mon père a toujours eu un sentiment spécial pour les joueurs qui ont cette créativité, ce talent spécial qui vous permettait de faire des choses différentes sur le terrain. Vous avez marqué une époque, obtenu des grands succès avec votre sélection, avec vos différents clubs. C'est pour ça qu'on vous considère comme une légende du foot. Et c'est pourquoi mon père avait ce respect pour le footballeur que vous avez été. Mais je sais aussi que vous aviez une très bonne relation en dehors du foot. Avec ce respect entre les joueurs spéciaux que vous êtes. Donc voilà, on vous embrasse de la part de toute la famille en espérant que vous vous portiez bien. Gracias. Merci beaucoup. Belle traduction. Oui. Il est bon. Pas le plus important. Oui, écoutez, Johan Cruyff était mon idole absolue et j'en ai parlé récemment, la semaine dernière, j'en ai parlé avec la télévision allemande parce qu'ils sont en train de faire un documentaire sur Franz Beckenbauer en plusieurs épisodes et j'ai parlé de Beckenbauer et de Cruyff, les années 70 qui étaient des années exceptionnelles où il y avait l'Allemagne contre la Hollande en Coupe du Monde, l'Ajax contre le Bayern. C'était le football des rêves. Quoi. Moi, j'étais devant la télévision. J'étais devant une télévision luxembourgeoise parce qu'ils transmettaient tous les matchs de Coupe d'Europe. Mais c'était exceptionnel. Et puis, Johan Cruyff, c'était formidable. Quoi. C'est lui qui te donne envie de jouer au football. Oui, c'est sûr. C'est magnifique. Tony et Dugas, vous êtes plus vieux que moi. Vous avez certainement connu plus jeune. Moi, j'étais pas né. Mais en effet, ça marque ces années. Non, mais moi, c'est plus mon père qui m'a parlé de Johan Cruyff. C'était des époques qui ont fait, comme dit Michel, rêver. Et ça, c'est... Moi, on a regardé des images après avec tout ce qu'on a pu retrouver en cassette. Mais c'était des matchs extraordinaires, des buts. Je me rappelle d'un but qu'il avait mis où il se balance en l'air. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était extraordinaire. Non, mais bien c'était un joueur qui avait un double coup de rein. On rêve du football quand on est jeune. Hein. Oui. On rêve de football, on rêve des footballeurs. Après, quand on est dedans, ça se complique un tout petit peu parce qu'il faut gagner les matchs. Quand on garde Didier en ce moment, on rêve plus. Il faut gagner les matchs. Et puis il y a des journalistes comme Roten qui disent t'es pas bon, t'as fait un mauvais match. Donc il faut faire très attention. Michel, on remercie la famille Cruyff. Moi, je supervise le football, je donne un œil. On remercie Jordi Cruyff et la famille Cruyff pour ce message donc très touchant. On revient dans une seconde. Michel, Julien Cazard. Attends, Michel, est-ce qu'on rêve quand on regarde aujourd'hui les jeunes, on regarde Didier Deschamps? Parce que tu dis... Non, mais il joue pas, il est sélectionneur. Non, mais il rêve quand il voit Kylian Mbappé, il rêve quand il voit le gamin de Barcelone là, qui joue. Lamine Yamal. Oui, il rêve quand il voit des joueurs. Vinicius. Ils sont dans leur monde, eux. Nous, on est dans un autre monde, un autre football. Différent. Donc, ils sont dans leur monde. Et puis, peut-être que les gamins d'aujourd'hui rêvent des joueurs d'aujourd'hui, qui jouent de cette façon d'aujourd'hui. Je pense que on doit pas... le problème pour les anciens, on ne doit pas toujours penser qu'on a toujours 20 ans. C'est ça le problème. Il y en a un autre qui est dans son monde, Julien Cazard. Il est avec nous dans une seconde dans Rotten sans flamme. Tout de suite. RMC 18h20, Rotten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten. 18h48 sur RMC, on est bien dans Rotten sans flamme, un Rotten sans flamme exceptionnel avec la légende du football français. Oui, Michel Platini qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui au bistrot de Nino. Et oui, on est là à Cassis, on se régale avec Christophe Dugarry, avec Tony Vérel, avec Jean-Louis Tour, bien sûr, avec Michel Platini, je vous l'ai dit. Et ben là, ça va être le moment de Julien Cazard pour se détendre un petit peu. Je pense qu'il va s'attaquer à Michel. Et puis après 19h, Jean-Louis. Michel prend le contrôle de Rotten sans flamme. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez au 32-16. Ça va être exceptionnel. Là, je m'incline. Allez, Julien, on y va. RMC Rotten sans flamme. Le Cazard enchaîné. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2024. Vous m'entendez ?
Oui. Oui, très bien. Oui, très bien. Et c'est un cas enchaîné un peu particulier car évidemment nous déplaçons à Cassis, dans ce joyeux de la Provence. Cassis qui a vu naître avec la Provence les figures emblématiques de la région, les Paul Cézanne, les Alphonse Daudet, Marcel Pagnol, Adrien Rabiot. Si, bientôt vous allez voir. Non, si, on n'est pas loin. Franchement, j'ai lu les derniers articles, on n'est pas loin de ça. Nous sommes ici surtout parce que nous sommes accueillis par la légende du foot français. Et oui, on peut le dire. Salut, c'est Jérôme Roten. Non, c'est l'autre. C'est Michel Platini. Mais merci quand même d'avoir essayé. Michel, plus que jamais, il nous rappelle un temps difficile. Moi, chaque fois que je vois Michel, j'entends Michel, c'est les belles années qui reviennent. C'est la France qui était heureuse au firmament du sport. Les années 80, on était champion d'Europe, champion olympique de foot. Des années 80, on avait des champions du monde de Formule 1. On gagnait le Tour de France, on gagnait Roland-Garros. La gauche accédait au pouvoir. Et oui. Ça peut pas être parfait, Michel. T'as fait ce que t'as pu. En tout cas, Michel, tu le sais. On a rêvé de t'avoir sur RMC, on en a rêvé. Ouais. Antoine Varnier t'a harcelé, souvent, longtemps, peut-être trop. T'as failli porter plainte, notre producteur. Mais t'as pas craqué. Il a fait tout ce qu'il a pu, Antoine. On a une preuve audio, parce que tout était enregistré. C'est maintenant. Oui, allô ? Allô, salut Michel, c'est Antoine. Ouais, bah je me doutais, hein, ça fait 2 jours que tu m'avais pas appelé, donc j'étais un peu inquiet. Ouais, non Michel, t'as bien réfléchi à ma proposition ? Quelle proposition ? Bah, intégrer la Dream Team. La Dream Team ? C'est quoi ça déjà ce truc ? Bah, tu sais, nous rejoindre avec Olmeta, Vérel, Dugas, Larquet, Savidan. Ah pardon, moi j'en étais resté à Jordan, Pippen et Magic Johnson, donc... Très bon Michel. Non mais non, au niveau basket, non, on n'y est pas du tout, on a Stephen Brun. Qui ça ? Non, mais laisse tomber. Donc ça te dirait de venir un peu sur RMC avec nous ? Ah franchement, c'est gentil Antoine, mais... Attends, j'ai quelqu'un à te passer. Allô, Michel, comment ça va ma couille ? Ah merde, l'autre cintré. Ouais, ça va Pascal, et toi ? Franchement la forme, j'ai toujours une bonne association, tu sais. Ah bon, t'as pas fini de faire construire ta maison à Porticcio ? Eh si, ben je voulais faire une indépendance pour la chasse, mais c'est pas le sujet. Franchement Michel, viens avec nous, on va se marrer. Tu verras Jérôme, il a l'air d'avoir le boulard d'être insupportable, mais au fond, il a le boulard, il est insupportable, mais on rigole bien. Surtout que... Attends une seconde. Voilà, pardon, je me disais, ça me ferait un plaisir que tu nous rejoignes. Écoute, sincèrement Pascal, je t'aime bien. Je t'ai même pris avec moi à l'Euro 92, hein, c'est dire si je t'aimais bien. Mais je me sens pas trop de... Repasse-moi Antoine. Allô Michel, allez Michel, fais un effort. Non mais je t'assure Antoine, je t'aime bien mais... Attends, je te passe un collègue qui comme toi est une légende de l'Est Nancy-Lorraine. Tony Vérel. Tu sais... Attends, Tony, non, laisse le vigile tranquille. Tony, viens, montre ton badge, ça suffira. Voilà, attends, il arrive. Hein. Tiens, je te le passe. Allô Michel, trop ému. Bah j'aimerais en dire autant. En tant qu'ancien de la SNL, je serais honoré qu'on bosse ensemble. Ah j'aimerais en dire autant. Et vous êtes mon idole, hein. Depuis gamin, la finale, France-Espagne, le coup franc Arconada, le but de Bellone. Ah bah oui, Bellone, hein, Lucky Luke. Ah bah non, Lucky Luke c'est moi, hein. Merde, le vigile. Bon, repasse. Michel, tu réfléchis à ma proposition. Ah bah attends, j'ai quelqu'un d'autre là qui veut te parler là. C'est Louisa là, elle t'adore. Allô Michel et bonjour, c'est Louisa. Ça fait trop plaisir de vous entendre, franchement de vous avoir avec nous. Vous êtes mon idole. Hein. Surtout qu'on avait le même poste. Hein. Ah ça m'étonnerait, moi j'ai jamais été poissonnière à la criée donc... Mais non, je suis pas poissonnière, c'est Louisa Nessib. 54 sélections, 9 fois championne de France, championne d'Europe. Ah mais dans quel sport ? Un foot féminin. Ah oui, quel rapport avec moi du coup ? Bon laisse Louisa, c'est pas grave. Moi je t'aurais bien passé Larquet, mais il a pas eu son bon de sortie car il a jeté sa compote sur les soignantes. Larquet ? Bon il est encore là lui. Moi je pensais que le Covid avait fait le ménage, moi. Et là qui s'accroche. Bon écoute Antoine, je t'aime bien mais je vais y réfléchir. Merci Michel, et surtout dis-toi qu'on est écouté chaque jour par les centaines de milliers de personnes, hein. Pense, audience. Oui. Qu'est-ce qu'il est relou, lui. Le seul moyen qu'il arrête de me saouler, je crois que c'est j'accepte sur l'émission. Tiens, Zidane, qu'est-ce qu'il veut lui ? Allô ? Allô Michel ? Ouais, c'est Zizou, ça va bien ? Bah oui. Toi, qu'est-ce que tu deviens ? Ouais, toujours entraîneur. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Puis moi, je suis toujours président de l'UEFA. Oui, non mais là, c'est parce que je suis en attente, là, je suis en stand-by. Il y a un nouveau projet là qui devrait se décanter bientôt. Oh merde, Didier est malade ? Je t'ai pas au courant. Non, mais bon, bref, c'est pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelle parce que j'ai entendu dire que t'allais peut-être rejoindre l'équipe de Machin se brûle, là. Machin se brûle ? Ah, Rotten sans flamme, tu veux dire ? Ouais, peut-être on s'en fout. Faut pas faire ça, Michel. J'allais discuter avec du gars, faut surtout pas y aller. Ouais, elle est pas bien, l'émission ? Franchement, Michel, t'as envie de débattre du 4-3-3 de Pierre Sage ou du dernier tweet de Florian Sotoka avec Steve Savida, une ex-vedette d'Ankaraguchu ? Ah bah non, je connais aucun type de ta liste, là. Ah mais t'inquiète pas, je comptais pas dire oui. Entre les consultants craboises et le comique d'entreprise de la fin, non merci. Quel comique ? Pascal Olmeta ? Non, le comique là qui dit que des conneries. Pascal Olmeta ? Mais non, le ringard là qui fait des chansons pourraves. Pascal Olmeta ? Bon, c'est pas important. Mais t'inquiète pas, je vais pas faire l'émission. De toute façon,
Je rentre pas dans la charte de la station, j'ai été relaxé dans mes histoires. Moi. RMC, c'est plus une radio, c'est un centre de réinsertion. Ah, je suis rassuré. Non, parce que toi, t'es toujours parti au top de ta carrière. Footballeur comme consultant. Après Canal, tu pouvais pas faire ma chaise se brûle. C'est comme si après la Juve, t'avais signé à Rodez. Ouais, t'as pas mis ton fils, toi, à Rodez? Oui, mais moi, c'était pour le punir. Il avait pas été sage. Bon, je te laisse, Michel. Allez, bonne retraite. Ouais, merci, toi aussi. Hein? Voilà, on aura tout fait, on aura tout essayé. On aura tout essayé. Voilà. Bon, t'es sûr que tu veux pas venir, Michel? C'est fou. Bon, après, ça veut dire. On est peut-être pas loin de la vérité sur certains trucs. Ben, on n'est pas très loin sur Antoine Varnier, en tout cas. Oui. Bon, ben, merci Michel. On verra si t'es aussi fort au quiz. Bon, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, d'accord. Merci Julien. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC. Et là, c'est incroyable. Michel Platini vient de prendre le contrôle de nos micros. Il prend le contrôle de Rotten sans flamme dans une seconde. Il est pour vous, il est pour vous. Répondre à vos questions. Salut, on se retrouve demain, nous. À tout de suite. Mais c'est dingue. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten. Je suis heureux de vous présenter le destin hors norme d'un géant. Au milieu, il y a Platini qui fait un appel dans l'axe. Platini, le pivot Platini, le poteau, et ça rentre. L'ouverture du score de Nancy sur encore une fois un geste de Michel Platini. C'est l'homme français le plus acclamé de son vivant. Cherche la faille. Et là, c'est la voici la faille pour Platini et but. On connaît le fameux appel du 18 juin 1940 où il harangue les Français à ne pas accepter la défaite. Je tenais toutefois à dire que la FIFA, j'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Voilà, point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Michel Platini prend le contrôle de Rotten sans flamme. Bon allez, cassez-vous là, je dois coacher moi. 19h01, on est bien dans Rotten sans flamme, oui. Cassez-vous, c'est à nous qu'il a dit ça maintenant sur la deuxième heure. Eh oui, Michel Platini, il est pour vous. Il est là, bien sûr. On est avec Christophe Dugarry, avec Tony Vérel et avec Jean-Louis Tour. On passe. La première heure, elle est passée vite. Hein. Ouais. J'espère que vous avez apprécié et je suis sûr que vous appréciez les auditeurs et les auditrices. Écoutez, on est encore là 1 heure avec Michel. Il y aura le quiz tout à l'heure. Vous envoyez top au 732-16 pour vous inscrire et gagner une paire de baskets. On aura encore plein de surprises pour Michel, plein de questions sur lesquelles on l'attend sur l'actu du foot. Mais là, c'est le moment donc où vous prenez les commandes de Rotten sans flamme. Michel, regardez l'écran qui est juste là. Ouais. Il y a tous les gens qui ont appelé au 32-16. Ouais. Donc vous sélectionnez qui vous voulez et il arrive à l'antenne. Donc, j'avais pas anticipé. Il y a Lucien, Katharina et Zico. Zico. On commence par Zico. Mon ami. Salut Zico. Salut tout le monde. Salut à Michel, entre numéro 10. Zico en tout cas. Bravo Zico. Tu as Michel Platini en direct avec toi Zico. En tant que supporter de la Juve déjà, je tiens à le remercier pour tous les moments de bonheur de mon enfance. Et à m'énerver aussi parce que j'aurais aimé qu'il revienne prendre la tête du club à un moment en tant que président, mais c'est pas grave. J'avais une question pour Michel, un débat qu'on a souvent entre passionnés, comme on commence nous aussi à vieillir un peu. Souvent les jeunes ou plus jeunes que nous disent le foot aujourd'hui c'est plus difficile, à l'époque on avait le temps de regarder. Moi je suis pas toujours d'accord et je trouve autant que en club le football d'aujourd'hui est d'une qualité exceptionnelle, notamment la Ligue des Champions. Quand je me souviens justement des matchs de Michel en Coupe des clubs champions, certains matchs sur des terrains un peu compliqués, mais en sélection, je trouve que le niveau a vachement baissé, et individuellement et collectivement. Je voulais lui demander si déjà il était d'accord et s'il avait des explications par rapport à ça. Oui, Zico, j'adorais Zico, hein, c'est un ami intime. Ah, d'accord. Et le problème, c'est que entre une équipe de club et une équipe nationale, en équipe nationale, tu es 3 jours tous les 2 mois ensemble, et une équipe de club, tu t'entraînes tous les jours, donc tu as beaucoup plus d'affinité, beaucoup plus de moyens, tu peux préparer quelque chose. Quand les joueurs de l'équipe de France ou de l'équipe nationale arrivent en stage, il faut qu'ils se reposent du match qu'il y a eu la veille, et puis ils se préparent pour le match d'après, ils n'ont pas le temps de travailler énormément. Donc c'est normal que la qualité soit moins bonne en équipe nationale, même si c'est une association de talents.
tu as tous les talents français qui sont dedans, mais il faut trouver des affinités. Pour ça que dès que je suis devenu sélectionneur d'équipe de France, j'avais décidé de faire une tournée, d'aller au Koweït, partir 15 jours ensemble, travailler ensemble, de se regarder ensemble, pour pouvoir créer des affinités. Créer des affinités, qu'ils aient des histoires entre eux, qu'ils aient des conneries entre eux, puis qu'ils aiment jouer ensemble et qu'ils se connaissent un peu mieux. Et président de la Juve? Président de la Juve, non, j'ai dit que je ne revenais pas dans les institutions. D'accord. Non. Donc ça, non, plus. ça c'est une institution différente, quoi. C'est un club, je me suis dit. Bon, oui, voilà. non, mais moi je suis bien ici. Et on t'a déjà proposé de président d'un club? Non, on m'a pas proposé d'être président d'un club. Mais peut-être que si j'avais envie de le faire, je pourrais le faire. Ouais. Je pense que les gens, ils ont entendu, ils me connaissent, ils savent que j'ai pas envie de revenir dedans. C'est pas la peine qu'ils me demandent. Oui. Alors on remercie, ils ont compris. On remercie Zico qui est venu au 32-16. Alors vous nous avez dit que le vrai Zico, la légende brésilienne, c'est un ami intime. Donc du coup, aidez-nous parce qu'on a reçu ça. C'est bien. Caro amico Michel, piacere stare parlando. Mon cher ami Michel, c'est un plaisir de parler avec toi, même de très loin. Tu sei stato uno dei migliori. C'est toujours un honneur. Tu as été l'un des meilleurs numéro 10. L'un des meilleurs joueurs, et pas seulement français, mais du monde. Et j'ai eu le privilège d'être de la même génération que toi, et ensuite d'être ton ami. Et je te souhaite une santé de fer, d'être heureux avec ta famille. Et tu mérites tous les hommages que l'on puisse te faire. Donc bravo pour ton parcours, je t'embrasse et j'espère te voir rapidement. Car la nostalgie est grande de toutes ces fois où l'on se voyait lorsque tu étais à l'UEFA, lorsque tu as fait tant de bonnes choses pour le football. Je t'embrasse fort. Je suis très ému parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un peu ma génération. C'était la génération d'Italie, Zico, Maradona et tous ces joueurs-là. Et c'était un super joueur. Quand il est venu en Italie, il n'a pas forcément choisi le grand club qui aurait mérité. Maradona était à Naples, moi j'étais à la Juventus. Lui, il était à Udinese. Ah, oui. Il est parti à Udinese. Je pense que s'il avait été à Milan ou à l'Inter, ça aurait été encore plus valorisant pour lui, mais il était à Udinese. C'est bien sûr le France-Brésil 86, quart de finale. Oui, on loupe tous les deux un penalty. Oui. Michel, lui dans le jeu, qu'on est copains. Non mais il dit copain de penalty loupé. C'est important quand même. Ouais, bon, ça arrive. Sauf que lui, il le loupe en match. Oui, c'est ça. Et il le loupe en match. Et ça, c'était plus préjudiciable. Exactement. On remercie donc. Non, moi parce que vu qu'il parle de l'UEFA, vous êtes croisés quand tu étais à l'UEFA et tout. Qu'est-ce que tu gardes de tes années à l'UEFA? Qu'est-ce que je peux garder? Pas beaucoup de buts, parce qu'on ne marque pas de buts quand on est... Non, écoutez, j'ai essayé de toujours respecter mes idées, c'est-à-dire essayer de faire progresser le football tout en gardant une certaine philosophie. Et que j'ai toujours pensé que si on devait créer des compétitions, c'était parce que les compétitions elles étaient intéressantes pour le football. J'ai jamais essayé de créer des compétitions pour faire de l'argent. À la différence des gens d'aujourd'hui, peut-être. Tu as réussi à changer un petit peu les mentalités? Parce qu'on a toujours l'impression dans ces institutions, tu le disais tout à l'heure, c'est des bureaucrates, quoi. C'est pas des anciens joueurs. Ou c'est des administratifs. Ouais. Mais après, ceux qui décident, c'est les membres du comité exécutif. Et les membres du comité exécutif, c'est les présidents des fédérations qui ont été élus par tout l'ensemble de l'Europe. Et donc, après, c'est vrai que dedans, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs dans les présidents de fédération. Beaucoup d'anciens joueurs que vous connaissez pas, mais le président de la Moldavie est un ancien joueur, le président, aujourd'hui en Ukraine, Tachechenko. Donc, tu as plein de Villar, l'Espagnol, était président, il était un ancien joueur de Bilbao, il était international. Donc, il y a beaucoup de gens, dont même tu fais un peu plus de politique. Puis après, que ce soit à l'UEFA, tu dois gérer la Champions League et l'Euro. Voilà. Et puis après, tu essayes de développer le football européen et de donner les moyens au club. J'ai fait une chose qui était, je crois, importante, mais que les gens ne pensent pas que c'est quelque chose d'important. J'ai créé la Ligue des Nations. Pourquoi j'ai créé la Ligue des Nations? Parce que ça remplace les matchs amicaux. Ça prend pas de matchs en plus, ça remplace les matchs amicaux. Mais d'autre part, quand dans les matchs amicaux, la France joue contre l'Allemagne, l'Italie joue contre l'Hollande. Tu as des droits de télévision.
Ça veut dire que pour 7 pays, tu as des droits de télévision. Mais les 50 autres pays, les 45 autres pays, ils n'ont pas de droit de télévision. La Moldavie contre la Géorgie, il n'y a pas de droit de télévision. Ils touchent 0. Donc, ils ne font pas de match. Le Liechtenstein contre Andorre, ils ne font pas de match. Tandis que là, on a centralisé, on a fait une compétition. Et qu'est-ce qu'on a fait de bien? On a fait jouer les meilleurs contre les meilleurs, un peu moins bien contre les autres, les moins bien contre les autres. Et la dernière fois, tu as San Marino qui a gagné un match. C'est la première fois qu'ils ont gagné un match. Et les stades sont pleins parce que tu mets les équipes les unes contre les autres de même valeur. En revanche, si tu fais les qualifications pour la Coupe du Monde ou les qualifications pour l'Europe, c'est complètement déséquilibré. Tandis que là, c'est des matchs équilibrés et ça plaît de plus en plus aux associations. Mais à un moment, je ne dois pas penser à la France, tu dois penser aux 53 pays, c'est les 53 qui m'ont... Sur RMC, dans Rotten sans flamme. On a entendu Zico à l'instant qui avait un message pour vous. On a entendu Jordi Cruyff aussi tout à l'heure. Et d'ailleurs, je crois que vous Michel, tu voulais compléter sur Cruyff, oui, je voulais vous raconter, j'ai été invité à son jubilé. Donc j'ai joué avec Johan Cruyff. Un vrai bonheur. Je suis allé avec Patrick Battiston, on est parti de Saint-Etienne, je crois qu'il y avait Rocher dans l'avion, on est parti à Saint-Etienne. Et je suis arrivé dans le vestiaire, il fumait. C'est surprenant, mais il fumait. Je lui ai dit bonjour, mais il était dans son match, il m'a même pas catalogué. Et puis après, on a joué le match et c'était reste l'Europe contre Barcelone, son dernier match, son jubilé. On fait 3-3. Johan Cruyff, à la fin du match, il a insulté l'arbitre. Et il s'est fait expulser. Ça veut dire qu'il fait son jubilé, Johan, et il se fait expulser. Ça veut dire tellement il était gagneur, qu'il veut toujours gagner, etc. Il s'est fait expulser. Et moi, j'étais sorti à 10 minutes de la fin, puis je l'ai vu arriver, mais je l'ai regardé comme ça. Il râlait. Bon. Mais même ça a évolué parce que tu parles de jubilé. À l'époque, certainement, vous n'étiez pas là pour rigoler, il fallait gagner. Aujourd'hui, les jubilés, c'est des matchs, ça avance pas. Oui, mais bon, là, c'était l'Europe. C'est ça. Européenne contre Barcelone. Surtout, il y a un arbitre qui a expulsé Johan Cruyff au dernier match. Et devant 120 000 personnes. Il y avait 125 000 personnes. C'était pas magnifique. Bah oui, magnifique. Michel, vous avez pris le contrôle de Rotten sans flamme. Ok. Il y a Lucien. Je le lâche pas. Alors, Lucien. On accueille Lucien au 30. Ah, vous voulez Lucien? Alors, Lucien, c'est un fidèle d'RMC, Michel. Bonjour, Lucien. Bonjour à tout le monde. Salut Lucien. Bonjour Lucien. Salut Lucien. Ça va? Écoute, on est en forme. On te laisse parler avec ton idole, Michel. Alors, j'aimerais poser une question à Michel, déjà, pour savoir, quand il a signé la première fois à Saint-Etienne, je voulais savoir, faire appel à sa mémoire, pour savoir, dans la foulée, avec qui il a signé à Saint-Etienne. Quel autre joueur a signé juste après Michel, c'est ça? En même temps, pratiquement en même temps. J'ai acheté l'équipe un samedi matin. Et il y avait 2 signatures. Il y avait Michel et qui d'autre? Et il y avait ou Johnny Rep ou Jacques Zimaco. Bravo, c'est Johnny Rep. Johnny Rep, oui, on se souvient de Johnny quand même, c'est un grand joueur. Quand vous avez signé tous les deux, je pense que c'était le plus beau cadeau que le président Rocher nous a fait avant de partir. Et il a fait vraiment des heureux pour tous les Stéphanois. Oui, Lulu, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, quand on commence à prendre des reps ou des Platini, ça veut dire que l'équipe, elle est à la fin d'un cycle. Hein. Donc, oui, d'accord. Moi, je suis arrivé à la fin où il y avait beaucoup de joueurs qui allaient arrêter. C'est pareil, quand je suis allé à la Juventus, c'était aussi la fin d'un cycle. Et donc, oui, mais quand t'es arrivé, t'as tout éliminé. Hein. Avec Johnny Rep, vous aviez une superbe équipe. Nous, en tant que supporters stéphanois, moi, je rêvais quand tu arrives à Saint-Etienne, tu as débarqué à Saint-Etienne avec Johnny Rep. Vous étiez des stars, tous les deux. Hein. Vous étiez. Il y avait pas mieux en France. Est-ce que tu en es conscient? Oui. On avait une belle équipe. C'est trop modeste, Michel. Mais non, mais on avait une belle équipe. Ensuite, l'année d'après, sont arrivés Patrick Battiston, Bernard Gardon, et on a encore fait une meilleure équipe. Mais je suis arrivé dans un club. Bon, après, il y a eu des problèmes avec la Caisse Noire. Je suis arrivé dans un club qui n'avait plus faim, malheureusement. Qui avait tout gagné avant. Ils avaient tout gagné. Ils avaient connu la Coupe d'Europe. Ils avaient tout ça. Et moi, entre Rocher, Herbin, Garonner, ils sont tous partis, mais ils avaient plus faim. Il manquait la flamme. Il manquait la flamme, quoi. Lucien, t'as vu que Michel est socio des Verts, hein? Oui, j'ai vu. T'inquiète pas, c'est ce que j'allais dire. Et qu'est-ce que ça te fait d'être socio? Écoutez, moi j'adore le. Comment t'es venu? J'adore. C'est facile parce que j'ai joué à Saint-Etienne. Déjà. Et puis j'ai joué à Nancy, donc je suis aussi socio de Nancy. Ah oui, c'est ce qu'Olivier m'a dit. Il m'a dit, il faudra. Donc parce que
Je pense que les sociaux peuvent être déterminants dans l'avenir des clubs de football. Je pense que les supporters aujourd'hui des clubs, de ces clubs-là, sont les garants de l'identité des clubs. Et c'est les sociaux, c'est pas des ultras, mais c'est des gens qui ont envie de s'investir dans le club sans être peut-être propriétaire, mais je crois beaucoup en ça. Quand j'étais président de l'UEFA, j'avais demandé à mes services de travailler là-dessus, parce qu'à l'époque où Nantes était en faillite, pour savoir comment on pourrait éventuellement aider Nantes à travers un club de sociaux, etc., de pouvoir reprendre le club. Donc j'y crois beaucoup, je crois à l'investissement des supporters dans le club. Je dis pas mais pour ça, il faut qu'ils aient un rôle réel. Déjà, vaut mieux créer la sociaux, et puis après, ils discuteront avec le club, quel peut être leur engagement. Ce que je veux dire, il ne faut pas que ce soit un gadget, juste les supporters, voilà, vous avez ça, et ça serve à quelque chose. J'espère que mon implication comme membre à Saint-Etienne-Nancy, parce que j'ai joué, peut permettre aux sociaux de demander de participer. À terme, d'avoir un rôle au conseil d'administration. Parce que je ne crois pas trop à tous ces Chinois, tous ces Américains, tous ces Thaïlandais qui viennent, qui achètent le club et qui font mourir les clubs. Pas forcément, et qui veulent les revendre plus cher. On est d'accord comme ça. Mais ils existent, ils ont amené de l'argent, mais je pense que les sociaux peuvent avoir dans l'avenir, je l'espère, peuvent avoir quelque chose d'important dans leur... Oui, mais Michel, pour avoir ce rôle-là et grandir, comme tu dis, avoir un rôle différent qu'ils l'ont aujourd'hui, il faut aussi que ça vienne des instances en France. Il faut peut-être changer les statuts. Oui, mais bon, c'est nouveau ce système de sociaux. Je sais qu'il y a des sociaux à Bastia, c'est vrai. Très bien. Il y en a d'autres qui dans des clubs qui sont en difficulté. Et ben, c'est peut-être un mouvement qui peut être intéressant. Alors, je voudrais qu'on remercie Lucien. Merci. Merci. Lucien. Oui, mais il y a beaucoup de monde après. Et Lucien, on a déjà réalisé le rêve de ta vie. Michel, t'as appelé Lulu. Hein. C'est quand même exceptionnel. Hein. Merci Lulu. Allez, vas-y, la dernière question. Vas-y, Lucien. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la nouvelle équipe dirigeante de Saint-Etienne qui est arrivée, qui ont été rachetés. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce groupe qui est arrivé à Saint-Etienne? J'aimerais qu'il me donne son avis. Hein. Lucien, je ne le connais pas du tout. Je connais M. Gazidis, parce qu'il était à Milan AC, puis Arsenal ou à l'époque, ou à Chelsea. Arsenal. Donc, il était à Chelsea aussi, je crois. Aussi, oui. Ouais, et donc, je le connaissais quand j'étais à l'UEFA, mais sinon, la famille canadienne, je connais pas trop. Je sais qu'on m'a dit, les dirigeants, que c'était des gens très sympathiques et puis qui avaient envie de s'investir. Maintenant, on verra comment ça se passe. Voilà, Lulu, tu as eu 3 réponses de Michel Platini. Lucien, c'est exceptionnel. On te remercie. À bientôt, Lucien. C'est un fidèle. Hein, de ouais. À bientôt, Lucien. Et on a Katharina, Michel, aussi, qui est là pour vous. Ah, Katharina. Salut, Katharina. Ciao l'équipe de Rotten sans flamme. Bonsoir. Bienvenue, Katharina. On te laisse avec Michel. Ah Michel, merci pour tout ce que vous avez fait pour le football, la Juve, l'équipe de France. J'en tremble. Hein. En plus, je suis au boulot. Alors mes collègues ont bien été sympas de me laisser parler un peu. Alors voilà ma question. Donc en fait, comme je vous dis, je suis très honorée de vous parler. J'ai arrêté de tenir avec l'équipe de France en fait quand vous avez arrêté contre l'Islande le 29 avril 87, exactement. En fait, j'étais en deuil footballistique. Je sais pas comment vous expliquer. Vous étiez plus dans l'équipe. J'avais plus du tout envie de regarder l'équipe de France. Mais vraiment plus du tout. J'ai eu comme un deuil, voilà. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais vraiment. Et du coup, comme je suis d'origine italienne comme vous, je tenais aussi avec la squadra Azzurra. Donc, voilà. Et donc, franchement, j'avais tellement de choses à dire, mais ma question, c'est, quand vous étiez petit, vu que vous êtes d'origine italienne comme moi, est-ce que vous vibrez pour la squadra Azzurra? Est-ce que vous tenez avec la France et l'Italie, ou la France et l'Italie? Parce que moi, j'ai toujours tenu avec l'équipe de France jusqu'en 87, et après... Aujourd'hui, le football, il ne parle plus, le football de l'équipe de France. Hein. Il ne me parle plus du tout. Et à ce jour, je tiens qu'avec l'Italie. Et je pense que tous les gens qui sont d'origine italienne, portugaise, espagnole et tout, on ne sait pas pourquoi, mais on tient toujours avec le pays qu'on ne connaît pas vraiment, quelque part. Alors ma question, c'était, est-ce que vous vibrez autant pour l'équipe de la squadra Azzurra quand vous étiez plus petit, avant votre carrière? Quand j'étais petit, Katharina, il n'y avait pas les matchs à la télévision. On voyait un match de temps en temps. C'était la finale de
la Coupe d'Europe des clubs champions. Bon, souvent, tu avais l'Inter de Milan, des fois, tu avais le Milan AC. Et donc, c'est vrai que dans le café de mes papas, de ma maman, il y avait tous les Italiens qui venaient voir les matchs. Mais moi, j'ai toujours vibré pour l'équipe de France. Je suis français. J'ai été capitaine de l'équipe de France. J'ai été président du comité d'organisation de la Coupe du Monde en France. J'ai été sélectionneur de l'équipe de France. J'étais vice-président de la Fédération française de football. Et donc, j'ai toujours vibré pour la France. Et c'est même pas une question d'avoir vibré pour l'Italie. Maintenant, si un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un match à l'Euro entre les Russes et les Italiens. Et les gens sont venus me demander pour qui j'étais. Et j'ai dit, mais je m'appelle pas Platinov, je m'appelle Platini. Donc, c'est normal que je sois plus pour les Italiens que pour les Russes. Donc voilà, donc non, je suis français à 200%. J'aime l'Italie, j'adore l'Italie, j'ai joué en Italie, j'adore les Italiens, j'adore ça, mais je suis français. Et j'ai pas de double nationalité, j'ai jamais eu mes parents non plus, donc voilà. Alors, puisque vous êtes français, je repose une question sur l'actu du moment. On remercie Katharina, bien sûr, qui est venue au 32-16. Est-ce qu'on a un problème dans la gouvernance du foot français, Michel Platini? Que ce soit à la Fédé, à la Ligue, où on a eu des grosses difficultés à vendre les droits. Vincent Labrune a été beaucoup critiqué. Il a été réélu, même s'il a vendu les droits télé de la Ligue 1 pour moitié moins cher que ce qui était prévu. Est-ce qu'on a un problème dans la gouvernance du foot français? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Vincent Labrune, parce qu'il a fait une chose qui était importante pour le football français, que tout le monde a essayé de faire, personne n'a réussi, c'est de passer le championnat à 18 clubs. Et ça devait être très, très compliqué. Deuxièmement, vous pouvez dire, d'accord, il a moins que ce qu'il demandait, mais il a peut-être 2 fois plus que ce qu'on aurait pu ne pas lui donner. Ça, vous pouvez pas le savoir. C'est facile de dire les choses. Mais après, c'est les télévisions qui décident. Moi, si je veux, si dit, moi, je veux 1 milliard, mais que les télévisions donnent 500 millions, tu peux t'appeler Jérôme Bretagne, tu peux t'appeler Tony Vérel, tu l'auras jamais. Parce que les télévisions, elles donneront ce qu'elles ont envie de donner. Donc, moi, je pense qu'il fait du très bon boulot au niveau de la France. Il a passé surtout à 18 clubs. Bon, c'était de bons trucs, de critiquer, etc. Mais je pense pas qu'il mérite toutes ces critiques. Bon, après, c'est un peu de sa faute, Michel, parce que c'est lui qui a annoncé, comme tu l'as dit, il cherchait 1 milliard. Moi, je l'ai soutenu aussi parce que j'estime que même s'il survendait un peu le produit, mais qu'on allait... et même lui, il le disait, hein, il l'a vendu au président comme ça, on va se rapprocher du milliard. C'est vrai que c'est une grosse claque pour les clubs aujourd'hui. Il a été critiqué aussi pour sa stratégie générale de se reposer beaucoup sur le PSG, sur Nasser Al-Khelaifi. Et à l'arrivée, c'est peut-être aussi la limite d'une stratégie globale. Est-ce que c'est pas un problème ou pour toi c'est... Moi, je suis pas dedans. Je sais pas les tenants, je connais pas les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé au niveau du politiquement correct, au niveau de la Ligue. Mais je trouve qu'il a fait correctement son boulot depuis 4 ans. Et j'espère qu'il aura des bonnes idées pour le football de demain. Mais non, après, c'est comme ça. Si la télévision ne veut pas donner d'argent. Non, mais c'est vrai. Tu vas pas les violer ou leur mettre le couteau sur la gorge. Non, mais c'est vrai, mais il y a quelque chose qui transpire quand même quand tu le vois proche de Nasser, proche de. On a quand même l'impression qu'on est un peu trop dépendant des Qataris quand même dans le football français. Mais tout le monde est proche du monde arabe. Hein. La FIFA c'est pareil, l'UEFA c'est pareil, et les clubs c'est pareil. C'est les chéquiers, ils ont les chéquiers. Ils ont les chéquiers du foot d'aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que ça t'empêche pas si tu penses comme ça t'empêche pas aussi d'avoir des meilleures idées ailleurs? Pour essayer de récolter aussi d'autres choses ailleurs. Imagine demain, juste que le Qatar s'en va. Parce que ça peut arriver, on ne sait pas. Il y aura peut-être l'Arabie Saoudite qui va arriver. D'ailleurs, vous êtes pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite? Comment? Vous êtes pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite qui va avoir lieu en Arabie Saoudite je sais pas, 2034? Je vote pas, je me sens pas concerné. Non, mais vous avez un avis. C'est en 2034? Oui. La FIFA, ils veulent leur donner. Vous savez qu'il y a des rotations. Bien sûr. Ouais. Bon, la prochaine, elle est où? En Amérique du Nord. Celle d'après, elle est où? En Europe. Et au Maroc. Ouais, elle est sur 3 continents. Et en Amérique du Sud. Espagne, Portugal. Et en Amérique du Sud. Parce que c'est le centenaire. Ça veut dire que la FIFA a tout fait pour que tous les continents soient représentés pour donner la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite en Asie, en 34. Non, mais je vous pose la question parce que vous étiez favorable à ce qu'elle soit au Qatar pour récompenser aussi le monde arabe, qu'ils aient du foot aussi là-bas, donc ça doit être le même raisonnement pour l'Arabie Saoudite. Moi, j'avais voté pour le Qatar parce que c'est la première fois que je voulais que le monde arabe ait la Coupe du Monde, comme j'avais fait pour le Maroc quelques années avant. Mais le Maroc avait perdu. Mais toi, tu voulais dans plusieurs pays du monde arabe. Non. Non, tu voulais juste... Ah si, je voulais. Oui, c'est ça, à l'époque, c'est ça. oui, t'as raison. Oui. Je voulais que ce soit le golf. Oui. Et on avait dit on va essayer de faire le golf, mais après ils se sont tapés dessus, donc c'était un peu plus compliqué. Bon, à l'arrivée, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très favorable à l'Arabie Saoudite. Là. Si, moi je m'en moque, pourquoi pas. Non, mais à l'arrivée, Saoudite, c'est un... Non, oui. Ok.
Mais après, je vote pas, donc Qatar, j'ai voté, donc j'ai donné mes impressions. Là, je vote pas, ils décideront, ils veulent le mettre. De toute façon, moi, je les regarderai la télévision, hein, que ça soit. Et vous la commenterez sur RMC, c'est ça dépend d'Antoine. Bah, c'est signé, là, il y a le contrat là, qui est signé. Là, tu peux pas fuir, on est venu exprès. Hein. Allez, dans une seconde, on revient avec encore une ou deux petites surprises, Michel. Et d'autres questions pour Michel Platini, qui est donc dans Rotten sans flamme jusqu'à 20h. C'est l'événement ce soir en direct de Cassis. À tout de suite. RMC 18h20h, Rotten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. « 19h30, oui, c'est bien la voix de Michel Platini, vous l'entendez chanter au Resto du Cœur. Oui, Michel. Et j'ai 2 disques d'or. Hein. Oui. C'est pas que 3 ballons d'or, j'ai 2 disques d'or. Ah ouais. Donc là, j'ai un disque d'or avec ça. Ah oui, mais et l'autre, c'est quoi? C'est un truc en Italie. Oh, ça doit être. C'est pas terrible. On avait chanté avec. Oui. On avait chanté avec toute l'équipe de 82 des internationaux italiens. Alléluia, ça s'appelait. Et on a été disque d'or, donc j'ai 2 disques d'or. T'as pas voulu faire un solo comme Pascal Olmeta? Là, c'était un peu plus compliqué. Bon. Parce que je sais pas chanter. Pascal, il savait pas, mais il l'a fait quand même. Oui, Pascal, c'est un gardien de but. Pas pareil. On est toujours, bien sûr, avec Tony Vérel, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. On continue, dernière demi-heure. Oui, il y aura le quiz tout à l'heure. Hein. Oui. On verra si Michel est aussi bon. Vous allez voir. Quiz que sur le terrain, ça va être impressionnant. Si c'est des années 40 ou 50, je serais bon, mais des années 90 ou 2000. Vous pouvez vous inscrire en envoyant top. Non, c'est sur le match d'hier du 16. PSG que tu n'as pas regardé. J'ai pas vu. Non, le plus difficile, c'est de comprendre les questions de Julien Cazard. Ah, d'accord. Oui. On a encore des messages pour vous, Michel. Écoutez. Salut Michel et bonjour à tous. Dis-moi, je reviens sur le Bordeaux-Juve. Tu vas avouer publiquement quand même que quand Baptiste met ce deuxième but, tu as quand même eu un petit peu peur, quand même, n'est-ce pas, hein? D'ailleurs, le ramasseur de balles qui s'appelait Dugas, qui était là, vaudrait aussi le savoir. Allez, à une prochaine. Mais oui, mon Gigi, bien sûr que j'ai eu peur. Mais surtout, j'avais dit aux joueurs de la Juve, attention que Battiston, il a une très bonne frappe et à 30 mètres, il peut marquer des buts. Donc, empêchez-le de tirer. Puis il était Bognac, il l'a laissé tirer, il a marqué le but. Et puis après ça, c'est compliqué. Ça a été la galère. Ça n'a pas été la galère, mais après, bon, tu sais qu'il y a les Italiens, tu gagnes pas aussi facilement. Non. Ça à l'époque. Donc, non. Après, ça a été compliqué, mais après, Bordeaux avait une belle équipe. Ouais. Bordeaux-Juve 84? Non, 85? Dugas, tu dois savoir. 85. Dugas était ramasseur de balles. Ouais, j'étais ramasseur de balles, mais je me souviens pas la date. Non, j'étais petit, je suis né en 72, moi je vais avoir 12-13 ans. Mais je m'en souviens très bien. Je me souviens surtout de la faute de Michel Platini à l'aller où il marque un but, où il pousse, je sais plus qui c'est que tu pousses dans le dos pour avoir le ballon. Il fait une tête là, Dugas, je sais pas s'il y a vraiment faute. Non, c'est pas moi qui ai marqué, c'est Briaski qui a marqué. Moi j'ai marqué sur une reprise de volée très limpide. Ah oui. Le troisième but du gars. Non, c'était Briaski qui avait marqué. Et qui avait fait une faute, c'est bien ça, il avait poussé un peu le défenseur, non? Non, c'était épaule contre épaule. Ouais, bien sûr, ok. Michel, pour reparler du foot actuel, on parle du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, j'aimerais avoir ton ressenti sur lui, sur son état d'esprit, sur ce qu'il dit, et puis surtout sur la qualité du joueur. Parce que... la qualité du joueur, il n'y a rien à dire. Hein. Sincèrement, c'est un très très grand joueur. Hein. Oui. Après, sur le capitanat, je ne sais pas, moi je ne suis pas dedans, c'est au sélectionneur à décider qui est le capitaine, c'est pas moi. Hein. Non, mais est-ce que tu trouves pas qu'il se mêle un petit peu trop de choses hors foot et que ça l'a un peu perturbé dans sa façon de jouer? Ça, je sais pas, je suis pas dedans. La seule chose qui m'a choqué, c'est que les joueurs de l'équipe de France, avec le maillot de l'équipe de France, ont pris des positions politiques la dernière fois. Ça m'a choqué. Parce que l'équipe de France, c'est l'équipe de France de tous les Français. C'est pas l'équipe de France que d'une partie des autres. C'est l'équipe de tous les Français. Ils peuvent prendre position, mais ils le font chez eux, individuellement, mais pas avec le maillot de l'équipe de France en conférence de presse de l'équipe de France. Et ça, j'en veux beaucoup à la fédération d'avoir laissé ça. Ouais. Mais les joueurs, vous dites que les joueurs peuvent s'exprimer, ils peuvent s'exprimer individuels sur leurs réseaux sociaux. Ils ont le droit de s'exprimer, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions de gens avec le maillot de l'équipe de France. Mais si à ce moment-là, ils sont en rassemblement avec l'équipe de France,
Le seul moment où ils disent attendez, vous me poserez la question quand je serai chez moi. Mais pas là. Non. De toute manière, je pense en plus que tu as 200% raison, Michel, parce que il y a certains joueurs qui ont pris position, qui ont fait une mauvaise Coupe d'Europe, un mauvais championnat d'Europe, je suis sûr, à cause de ça. Parce qu'ils se sont mis, pour moi, la pression sur les épaules. Et derrière, ils avaient une certaine pression sur les épaules parce que c'est quelque chose qui est extra football. Et ça doit pas. C'est bien qu'ils prennent position, qu'ils défendent des valeurs, qu'ils défendent leurs intérêts. Ce qu'ils pensent, ils ont raison. Mais pas avec le maillot. Oui, mais là, ils vont vous répondre. Répondre que c'était entre 2 tours et qu'ils sont. Non, ils n'ont pas à me répondre. Non, mais au niveau timing, ils sont avec l'équipe de France et ils voulaient donner leur message avant le 2e tour des élections. La Fédération française devait les empêcher de parler. Exactement. C'est à eux à être mais ça montre que la Fédé n'est pas assez forte. Là-dedans, ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Mais non, moi, c'est ce que je pense. Mais après, mais sincèrement, qu'ils le disent, qu'ils défendent leur truc en dehors, mais pas avec le maillot de l'équipe de France. Exactement. Voilà. Dugas, tu disais Non, mais je disais, c'est sûr qu'un rassemblement de l'équipe de France, c'est toute la nation qui est derrière son équipe nationale. Donc tu es là pour rassembler tous tes supporters, tous tes joueurs. On est tous derrière un fanion, derrière un objectif. À partir du moment où tu prends une décision comme ça politique, tu divises la nation, tu divises ton équipe. Ça, c'est pas trop le cas parce que je pense que c'était assez unanime vis-à-vis des joueurs. Mais tu divises un peu la nation et c'est pas le rôle des joueurs de l'équipe de France. Leur rôle, c'est de rassembler les Français. Donc c'est sûr que ça pose problème à ce moment-là. Oui, ça c'est sûr. Bon, très bien. Autre message ? Oui, il en reste encore. Des gens qui voulaient dire un mot à Michel Platini. Michel Platini, l'homme, le joueur, le foot qui faisait rêver les Brésiliens, dont moi. Rail. Et pourtant, on avait au Brésil, dans les années 80, une super génération en or, avec Zico, Socrates, Junior, Leandro, Falcão. Et la Coupe du Monde 82, je découvre une France qui faisait rêver aussi. On avait l'impression qu'il était une équipe sud-américaine, qui avait la technique, mais qui avait aussi un numéro 10 qui était à la fois meneur de jeu, qui avait une vision des jeux incroyable, une élégance unique et aussi un buteur. Donc, il était complet. Michel, merci beaucoup. Tu as été une grande inspiration pour moi. Et à chaque fois, moi, j'étais un athlète, je voulais gagner, mais c'était des personnages comme vous et comme la génération de mon frère qui a inspiré pour qu'on devienne non seulement des compétiteurs, mais aussi des artistes. Merci Michel, j'espère qu'on se voit bientôt. Rai, le frère de Socrates. Non? Oui, merci beaucoup Rai, c'est très gentil ce qu'il a dit. C'est vrai que l'équipe de 82 du Brésil était une équipe exceptionnelle. Certainement la deuxième meilleure équipe de tous les temps du Brésil après celle de 70. Où ils étaient les favoris logiques de la Coupe du Monde, mais les Italiens sont passés par là. Et en 82, voilà. Je pense qu'on était les meilleurs en 86. On n'a pas gagné. Ils étaient les meilleurs en 82. Ils n'ont pas gagné. Ouais, mais en 86, vous les avez éliminés. Oui, mais c'était pas la même. C'est pas la même génération. Équipe. Elle était peut-être vieillissante, celle-là. Elle était différente. Ouais. L'équipe, là, celle de 82. Exceptionnelle. J'ai une petite question. Est-ce que si vous étiez passé en finale en 82, tu penses que vous auriez battu l'Italie ? Non. Non ? Non. Ah oui. Moi, je pense que parce que on n'est pas prêt. On n'y va pas pour gagner la Coupe du Monde en 82. On va en 78 pour participer à la Coupe du Monde. Parce que moi, allez, on va danser le tango. On l'a vu ça. Le tango en Argentine. On vous en voulait. Oui, mais bon, ça faisait quand même 15 ans que l'équipe de France n'a pas été à une Coupe du Monde. On y arrive, nous, on y va. On est content. On va participer à la Coupe du Monde. On va participer. Plus tu 82, plus rapide. 82, on gagne pas depuis un an. On gagne pas un match en équipe de France depuis un an. Donc on y va, on perd l'Angleterre au premier match. Donc c'est un peu compliqué. On se retrouve en demi-finale contre l'Allemagne et on perd en demi-finale. Mais si on gagne l'Allemagne, je pense pas que j'arrive en Italie après. Je pense pas qu'on gagne parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas dans la tête, on n'est pas comme eux. Parce que nous, dans nos yeux de gamin, j'avais l'impression qu'en 82, vous étiez encore plus fort qu'en 86. On a très très bien joué en 82, mais on est meilleur en 86. Mais en 86, tu as l'équipe de France au top, sauf Gigi qui est blessé, moi qui suis blessé, et qui nous manque José Touré qui était blessé un mois avant de venir. Donc il manquait 3 joueurs fondamentaux pour gagner les matchs. Dugas, tu voulais dire ? Non, moi je voulais dire, on a beaucoup parlé d'artistes, de grands joueurs, de qualité de jeu. Quel est l'artiste aujourd'hui pour Michel Platini dans le football d'aujourd'hui ? Quel est le joueur qui te plaît le plus ? Dans le football d'aujourd'hui, Messi.
Bon, ça veut dire personne alors. Il a fini. Ah oui. Mais non, mais il joue encore. Il joue. Oh non. Attends. Non, mais déjà, tu regardes pas les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Me dis pas que tu regardes les matchs aux États-Unis. Non. Je te parle en absolu. Oh, ça va. En absolu, le footballeur qui joue aujourd'hui, qui est le meilleur, c'est Messi. Bon, juste après Messi alors. Bon, après Messi, qui me plaît en valeur absolue. C'est inquiétant parce que ça vient pas vite. Il y a une génération qui se termine. Oui, je suis d'accord. Il y a une génération qui se termine. Non, mais pas pour votre mémoire, pour le foot actuel. Il y a une génération qui se termine, qui est une génération de techniciens. Tu as eu Hazard qui est parti, tu as Modric qui termine, tu as De Bruyne qui termine. Ouais. C'est la génération un peu des Neymar, c'est la génération des Messi. C'est la génération... Kroos a fini là. Oui, c'est la génération des footballeurs qui sont des bons footballeurs. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a surtout des athlètes. On a moins de footballeurs. Ouais. Tu as l'avant-centre de Manchester City. Haaland. Tu as Kylian Mbappé qui va à 2000 à l'heure. Ouais. Tu as les jeunes là, de Barcelone qui vont à 2000 à l'heure. Ça veut dire que c'est plus basé sur les qualités physiques que sur les qualités techniques. Donc dire quel est le joueur aujourd'hui qui me fait rêver. Il y en a un qui va te plaire, Moussiala peut-être, Michel, non? Je sais pas qui c'est, Moussiala. Moussiala, ouais. Oui, peut-être. Ouais, il arrive. C'est des jeunes qui arrivent que je connais pas trop et qu'il faut que je les vois dans les grands matchs. Moi, je vois plus les grands matchs. Je suis pas devant. C'est pour ça que ce soir, tu voulais regarder Brest. Oui, mais Brest parce que Non, mais je sais. J'aime beaucoup Yvan Leroux, j'aime beaucoup Éric Roy. Et puis c'est une belle fête pour les Brestois. C'est la première fois qu'ils vont participer à une Coupe d'Europe et c'est quelque chose. Mais ça va avec. Et je veux le regarder parce que c'est le premier match de Coupe d'Europe. Ça va avec ta vision du foot parce qu'il y a 2 ans, c'est ce que tu m'avais dit. Tu as dit il faut laisser aussi l'opportunité aux petits d'exister sur les grandes compétitions. Donc ça doit te plaire en effet que Brest participe à la compète, que Gérone participe. Non, mais premièrement, ils l'ont mérité. Oui, ils l'ont mérité. Ensuite, ils ont fait une super année l'année dernière. Et puis comme ça tombe bien que je connais bien l'entraîneur, en plus je connais bien Yvan. Et puis c'est bien, c'est formidable. C'est dommage qu'il joue pas à Brest. Ah oui, il joue pas à Brest. Incroyable. On sera sur place à partir de 20h. Si tu avais été président de l'UEFA, ils y jouaient. Il m'aurait demandé une dérogation. Ouais, c'est ça. C'est même sûr. On sera sur place à 20h, bien sûr, pour l'avant-match de Brest-Sturm Graz et de Monaco-Barcelone. Évidemment, c'est l'événement de la soirée. La Ligue des Champions, donc, ce soir. On revient dans une seconde, Michel. Avec le quiz, Julien Cazard qui sera de retour avec nous. Il va nous dire son projet pour le foot prochainement, Michel. Allez, à tout de suite. RMC 18h20h, Roten sans flamme avec la légende du foot, Michel Platini. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 19h47 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir exceptionnel en direct de Cassis, du bistrot de Nino, de Michel Platini. Il est avec nous pendant depuis 1h30, 1h45. On se régale vraiment à revenir sur le football, sur sa vision des choses. On est avec Tony Vérel, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. Là, on finit par se détendre, le quiz de Julien Cazard. Oui, parce que je repars pas de Cassis, Michel. Sur une défaite. Alors surtout qu'il faut expliquer, l'année dernière, j'ai gagné. Jérôme est sur un grand chelem. C'est-à-dire qu'il a gagné lundi, tous les coups. Il a gagné mardi, il a gagné mercredi. Et il essaie de gagner les 5 de la semaine. Et le but, bien sûr, pour tout le monde, c'est de me faire perdre. Exactement. Voilà. Allez, on y va. Roten Against the World for Season. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour Jérôme. C'est un quiz spécial Michel Platini. Bon, ça tombe bien. Alors après... Attention, peut-être que Michel Platini connaît aussi bien sa carrière que Dugas connaît la sienne. Et là, c'est jouable. Mais j'ai peur que non. Je pense que Michel est meilleur. Sur la carrière de Dugas, même. Je pense aussi. Et Damien sont avec nous pour jouer. Bonsoir à tous les deux. Salut les gars. Alors, Pierre-Nicolas, est-ce que tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec Tony, Dugas, Michel Platini? Voilà, il y a du monde. Bon, on n'a pas tous les jours la chance de jouer avec Michel Platini, donc je vais jouer avec Michel Merci Platini. pour les autres. Normal. Bien raison. Allez, tu vois que tu aurais dû. Non, mais Tony, bien je suis allé pensé. te voir jouer. Je t'ai vu jouer, Christophe aussi. J'ai pas eu la chance de voir jouer en direct Michel. Damien, t'es avec Jérôme. Raison. Désolé. Allez, Damien. Bravo. Alors, on va commencer par une petite question flash, toute simple. Quel est le club de Ligue 1 ou de Ligue 2 le plus près de Turin? Monaco. Grenoble. Bonne réponse de Dugas. Non, c'est Jérôme. Bravo, c'est Grenoble. Malheureusement, c'est Jérôme. Grenoble. Ouais, malheureusement. Mais ça va pas durer. Vous inquiétez pas, ça devrait pas durer. J'aurais pu jouer à la Juve aussi. On va. Oui, ça dépend de l'époque. Bon, on va faire en série B. Respectez-moi 2 secondes. On va commencer Kixetti. Alors Kixetti, je préviens Michel, il y a un jeu de mots pourri.
Quel Juventino des années 80 qui jouait avec Michel Platini chantait souvent pour le Père Noël à l'approche des fêtes? Cabrini. Alors non, il a le même nom qu'un chanteur. Il a le même nom qu'un chanteur du Père Noël. C'est la belle nuit de Noël. Rossi. Paolo Rossi. Paolo Rossi, bonne réponse de Michel Platini. Paolo Rossi, le buteur magnifique. Moi j'avais dit Tino Rossi. Trop timide, Tony. Ouais, mais t'as pas dit Paolo. C'est pas le même. Voilà. C'est pas exactement le même. C'est le même que Jean-Michel. C'est ça. Franchement, il triche. On va passer à la question Mathieu Bodmer tout de suite. Tout de suite. Question Bodmer. Question Mathieu Bodmer. Burger King. Question Bodmer, ça veut dire question on aime le resto. Quel est ce plat d'origine russe devenu italien qui se mange froid à base de pommes de terre, de tomates, d'œufs, de jambon et de mayonnaise? Une salade. Piémontaise. La piémontaise, bonne réponse de Dugas. Bravo. Michel, je pense que il mangeait pas de la piémontaise, je pense qu'il avait autre chose à faire. Moi, je mangeais pas de salade. Bah oui, bien évidemment. Je mangeais des pâtes. Bien sûr, manger des pâtes. Il y a que les comptes français pour manger de la piémontaise. Bah non, c'est vrai, c'est débile. Des pizzas, à la limite. Attends, je vais dire, il y a des choses, il y a des pizzas, il y a des saucissons, il y a des salamis, il y a du risotto, mais pas des salades. Non, j'ai complètement craqué, Michel, pardon. Je sais pas ce qu'il m'a pris. On va faire... Allez, on va revenir sur le foot. On va faire un quoi qui les unit. Je vais vous donner 2 noms de personnes que vous connaissez sûrement. Vous allez trouver quelle est la particularité qui les unit. Attention, Michel Platini, Sacha Zavarov. Ils ont joué ensemble à Nancy. Ils ont joué à Nancy. La Juve. Juve et Nancy, qui l'a dit en premier? C'est Juve et Nancy. Ah, t'as dit les deux? Oui, parce qu'ils ont joué au premier, j'ai dit à Nancy. Ils ont joué à Nancy. Oui, mais à la Juve aussi. C'est Platini qui... Allez, point pour Michel parce qu'il s'appelle Michel Platini. Voilà. Point pour Michel parce qu'il s'appelle Michel. Et c'est ça la base. Et c'est ça, c'est le privilège. Michel qui est venu à Nancy d'ailleurs. Oui, c'est son émission. Disque d'or, ballon d'or, bien sûr. Ah oui. C'est vrai que, alors c'est vrai qu'il y en a un qui... avec lui. Ouais. Bah lui, c'est pas ce qu'il dit. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a vraiment eu de la chance? Salopard, tu vois. C'est quand même génial. Il y en a un qui a fait Nancy, la Juve, l'autre qui a fait la Juve, Nancy. Je suis pas sûr que l'ascenseur soit mieux dans un sens ou dans l'autre. Kixétidon. Bon, attention, c'est une charade. Mon premier oblige à s'arrêter. Mon deuxième... Ah, il prend un joker. Ouais, tu y arrives tous les 2 ans après. Ouais, mais c'est coach Courbis qui doit le faire. J'ai pas le temps de me bouler. Bon, alors c'est Jean-Louis qui va faire coach Courbis. Il est là, coach? Ouais. Mon premier oblige à... Il se demande où il est tombé. Compliqué. Mon premier... tombé chez les fous, là. Ah bah évidemment. Si vous avez mis 2 heures pour vous rendre compte, c'est qu'on a bien travaillé. Michel, rassure-toi, ça sera jamais pire que Louis s'attaque. Mon premier oblige à s'arrêter. Mon deuxième était un mouvement révolutionnaire irlandais. Et mon tout a joué. Stopira, bonne réponse de Michel Platini. J'ai décidé que ce serait Michel Platini à travers Tony Vérel, mais c'est Michel Platini qui a une bonne réponse. C'est un ancien pareil, donc. C'est pareil. Un grand chelem, c'est compliqué. Attention, quoi qui kiff. Là, elle est pour Jérôme, celle-là. Il faut trouver le point commun entre ces joueurs. Toto Schilacci, Bonucci, Vieri, Baggio, Pirlo, Ibrahimovic. Schilacci, Bonucci, Vieri, Baggio, Pirlo, Ibrahimovic. Je peux me rajouter Vieira. Ils ont joué au Milan AC. Ils ont fait Juve et Inter. Ils ont fait Juve et Inter. Bonne réponse de Jérôme qui revient dans le game. Il est là, mon Jérôme. On va faire tout de suite une question Jean-Michel Larquet, la question des vieux. Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC. Oh, c'est moi le dinosaure. Question Jean-Michel Larquet. À Nancy, saison 1977-1978, Michel est au firmament de son début de carrière. Il finit évidemment meilleur buteur du club, évidemment. Mais qui finit deuxième? Olivier Rouillet, non? Peut-être. Bah Olivier Rouillet, bien entendu. Olivier Rouillet, enfin Michel.
Bravo Michel. Normalement, Olivier devait pas marquer des buts, il devait faire des passes à ceux qui marquent des buts. C'est pas la même chose. Ouais, mais je pense que parfois il a raté des passes et c'est rentré. C'est bizarre. Il a fait 2-3 centres mauvais, il saura marquer des buts. Voilà, et c'est rentré direct. Merci Julien. Olivier qui a entraîné Tony. Voilà. Exactement. C'est grâce à lui. Je lui dois beaucoup. Ou à cause. Ouais. Bravo Julien. Sache que tu as beaucoup fait rire Michel, que ce soit à 18h45. Oui. C'est bon, qui a gagné du coup? Qui a gagné? C'est le reste du monde et Pierre-Antoine qui remporte. On a écrasé. Bravo les gars. Merci Michel, merci pour tout. Merci à vous. Bah oui, merci Michel, parce que merci, c'est la fin. C'est la fin déjà. Michel, tu disais que tu voulais rester 1 heure encore, mais je peux pas. L'émission, c'est que 2 heures. Donc on s'est régalé. Merci encore une fois d'avoir participé à Rotten sans flamme pendant 2 heures. C'était génial. Pour moi, c'est toujours un rêve de gosse de te voir et de participer, vraiment d'échanger de foot. Et je te le dis, comme Tony, comme Christophe Dugarry et comme Jean-Louis, bien sûr. J'ai l'impression d'être vieux là quand vous parlez. Non, parce que je sais que tu vas revenir dans le football. Je sais que tu vas me faire revenir là, allez, on va dire début d'année. Ouais, tu vas me dire ça y est, j'ai un projet et je peux vous l'annoncer. J'ai des projets, mais pas dans le foot. Mais non, ça va. Bon, écoute, encore. Bon, allez, y a rien. Moi, je vous remercie de m'avoir accueilli, puis qu'on ait pu parler de certaines choses du football qui me tenaient à cœur, et donc voilà. Bah merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. L'Afterlive arrive dans une seconde avec Nico Jamin. Les matchs de Ligue des Champions, Brest-Sturm-Graz et Barça-Monaco, les avant-matchs à suivre. Et puis on se retrouve demain pour Rotten sans flamme, pour clôturer cette magnifique semaine. Demain à partir de 18h, on lancera aussi la 5e journée de championnat de Ligue 1. Bisous à tous, bonne soirée, restez à l'écoute des RMC et à demain.